Bonsoir à tous, chers auditeurs célibataires ou qui préfèrent nous écouter plutôt que de fêter la Saint-Valentin avec leur conjoint ou conjointe. Un podcast dans la légèreté et la bonne humeur qui nous attend ce soir donc avec cette belle victoire 2-0 à United dans l'antre du théâtre des rêves. Momo, tu avais commencé ton premier podcast par l'analyse malheureuse d'une défaite à Lyon. Là, tu es plus servi pour le second. Bonsoir Momo. Salut Basto. Drayas, comment vas-tu? Bah, ça va. Mais... Et justement, l'inamovible, toujours titulaire, parfois médiocre, mais avec des éclairs de génie, notre Di Maria du podcast. Rayas, bonsoir. C'est moi, toi, je veux dire parfois médiocre avec des éclairs de génie. Pour moi, t'allais m'appeler Ravière, mais bon. Je préfère Di Maria, je suis sûr. Oh, non, pas du tout. C'est plus à propos. En plus, il a fait un beau match, on y reviendra. Donc, fais un podcast à sa hauteur ce soir, s'il te plaît. Donc, on reviendra évidemment sur cette victoire, mais avant ça, on va revenir sur l'avant-match, vite fait. Donc, on sait qu'il y a eu un contexte compliqué, avec notamment cette double blessure de Meunier et surtout Cavani contre Bordeaux juste avant le match. On s'est tous dit, la poisse continue. Est-ce que ça vous est venu dans votre esprit de dire que c'était la blessure de trop, que ça allait être la Shkumun et que ça allait être comme chaque année? Ou est-ce que vous sentiez bien ce match avant le coup d'envoi, Momo? Écoute, si on reprend le dernier podcast, effectivement, je m'étais exprimé justement sur l'approche du match, et c'est vrai que j'avais avancé des points où je me montrais assez pessimiste. Mais effectivement, on va dire que plus le match approchait, malgré les blessures de Cavani et de Meunier, c'est vrai que par rapport au système, je commençais à avoir quelques lueurs d'espoir. Quand je voyais les joueurs qui restaient, justement, je me disais que voilà, avec un système, par exemple, en 4-2-3-1 ou en 3-4-3, je me disais qu'effectivement, si tous les joueurs étaient à leur niveau, je me disais, ouais, bah, pourquoi pas. Et donc, effectivement, c'est vrai que j'étais assez pessimiste. Mais, euh, mais au final, c'est vrai qu'à l'approche du match, je t'avoue que j'avais un peu plus d'espoir. J'avais quand même un petit peu plus d'espoir. Alors, comment t'expliquer ça? Peut-être le retour de Verratti, forcément, qui s'est ressenti. On en parlera pendant le débrief du match. Mais voilà. Très bien, Drayas, même sentiment. Ben, moi c'était paradoxal parce que quelque chose comme 2 semaines avant, j'étais en mode, mais je comprenais pas ce qui commençait déjà à y avoir un petit peu la flip parce qu'on était passé la blessure de Neymar et j'étais, mais Manchester, c'est pas ouf comme équipe, quoi. Faut se calmer. Et après, par la sinistrose ambiante, et donc la blessure de Cavani, puis même un petit peu avant, ah, mais c'est pas possible, on lâche Comoun, les courbes de progression sont inversées, c'est comme le Real l'année dernière. Ben, je m'étais mis à avoir un peu peur. Et après, le match est venu et je me suis rendu compte que non, j'avais tout à fait raison dans la première analyse. Après, pour le côté spécifique de Cavani, on ne saura pas l'impact que ça aura eu sur le système. Mais si la présence de Cavani aurait impliqué un 4-4-2, bah ouais, il y aurait eu un problème, mais Ah oui, pas dit que ce soit le cas, quoi. on ne saura jamais. On On ne ne saura saura jamais. jamais. Mais oui, effectivement. Pour tout avouer, oui, on a un peu fioté avec Drayas. Lui signait pour une défaite 1-0 avant le match, moi je signais pour une défaite 2-1. Ouais, mais c'est parce que tu m'as travaillé au corps pour que je devienne pessimiste alors que je n'étais pas original. C'est vrai, À la moi base. je suis pessimiste de nature, par contre. Ensuite, concernant Enfin, la compo, travailler au donc corps. quand elle est sortie, est-ce que c'était la compo que vous souhaitiez avec le système que vous souhaitiez, Drayas? Ben, moi, à titre perso, enfin, ça venait pas de moi, j'avais vu ça quelque part et quelqu'un proposait un milieu à deux avec Marco et Di Maria et Marquis en hybride dans un espèce de 3-1-4-1-1 avec le 4 qui serait donc Marco et Di Maria et sur les ailes Bernat et Alves. Euh, moi, je croyais pas en pur milieu, mais quand on a vu la compo, Marquis en pur milieu, mais quand on a vu la compo, on s'est dit qu'il serait hybride. Et dans tous les cas, je voulais pas d'un 4-4-2. Donc, Et 4-2-3-1 avec un action 10? bah, pareil, pas des masses, parce que honnêtement, pourquoi, enfin, j'y avais pas pensé là, du coup, tu me prends un petit peu de Mais cours. c'est sûr, on en avait parlé. Mais non, un 4-2-3-1, non. C'est ce qui a Pourquoi? été Parce pensé qu'on au n'est pas départ, capable, mais... parce qu'on n'est pas capable, parce qu'à ce moment-là, on n'est pas capable de défendre sur les ailes. On n'a aucun des latéraux qui sont vraiment capables de défendre, qui sont capables de se comporter en latéraux purs. On a bien plus des latéraux qui sont à l'aise dans un système où ils peuvent monter beaucoup plus et avoir moins de responsabilités défensives. Et donc le 4-2-3-1, déjà, ne serait-ce qu'au niveau de la structure défensive, ne m'aurait pas plu. En plus de ça, le 4-2-3-1 implique de mettre pas mal de joueurs qui sont derrière la balle. Et enfin non, donc, pour tout un tas de raisons, ça me plaît pas.
Mais ce que je voulais surtout pas, c'était un 4-4-2 et j'avais un petit peu peur d'un 4-4-2 avec une ligne devant qui serait Kylian Choupo-Moting. Mais je te l'avais dit, moi, c'est quelque chose qui me fait peur. Et donc, à l'arrivée, ça m'allait très très bien au coup d'envoi. Et, euh, et après, on verra après. Mais Marquis, pour le coup, n'a même pas été hybride. Mais on Je reviendra pense que là-dessus si après. Tourelle avait voulu Choupeau, les performances de Choupeau contre Villefranche et Bordeaux lui ont suffi à un temps envisager cette piste. C'est tout à fait Momo, possible. toi, la compo et le système donc, qui a eu finalement plus en 3-4-2-1, est-ce que c'est ce que tu voulais? Est-ce que ça te satisfaisait au moment où tu as vu la compo? Bah, c'est vrai qu'au départ, on va dire, c'est vrai que j'optais un peu plus pour un 4-2-3-1, c'est vrai. Mais, euh, mais finalement, c'est vrai que j'ai basculé sur un 3-4-3 en réalité avant le match. Comme Drayas l'a dit, c'est vrai que le problème des côtés parisiens est assez récurrent. Et puis Bernat, dans un 4-4-2, c'est assez compliqué. Donc forcément, par rapport à ça, on va dire le 3-4-3, je pense, était de mise sur ce match. Et je trouve que ça s'est vu, puisque, enfin voilà, je trouve que, bon après voilà, ça s'est vu un peu au fur et à mesure que le match avançait, mais pour moi, ça a été clairement le bon système. On a clairement vu ce qu'il fallait voir de cette équipe. En tout cas, avec les 11 joueurs à disposition, je pense que c'était le meilleur système à mettre en place. J'ai juste voir réagir. Enfin, tu dis avec Bernat, mais même de l'autre côté, en fait, si tu veux, quand tu prends de l'autre côté, que ce soit Kerrer qui était trop défensif et trop à côté quand il était purement latéral, que tu prennes Meunier ou que tu prennes Dani Alves, on n'a pas vraiment de joueurs qui sont faits pour jouer de latéral dans une défense à 4 quoi. Des deux côtés, en fait. Il y a pas, c'est pas, il y a pas que Bernat qui pose problème par rapport à ce système, je trouve. Ouais, c'est vrai, je suis Les d'accord avec toi. latéraux, C'est en vrai. fait. Je trouve que On n'a pas un seul latéraux qui est adapté à jouer dans une défense à 4. quand on avait joué 4-2-3 en début d'année avec Neymar en 10, on avait une équipe assez coupée en deux. C'est très compliqué de défendre en 4-2-3-1. Les équipes qui jouent 4-2-3-1, c'est soit des équipes qui vont être très compactes en mode Juve, l'équipe de France de Deschamps, donc qui savent vraiment faire ça, soit une équipe comme Lyon qui va accepter d'être complètement coupée en deux et accepter de déséquilibrer. Nous, on est un peu entre les deux, quoi. C'est une Ouais, équipe d'accord. ni de défend comme la Juve, ni n'est coupée en deux comme Lyon. Donc c'est vrai que c'est pas le système le plus simple. Bon, on va passer au match maintenant, hein. Le match, donc victoire 2-0, des buts de Kimpembe, le premier but de Kimpembe en professionnel. Et donc un deuxième but d'Mbappé, les deux Français de l'équipe qui marquent. Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce match, Momo? Ce que j'ai aimé, c'est un peu le charisme qu'a dégagé cette équipe de Paris au fur et à mesure de la rencontre. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que c'est un match en fait qui est monté crescendo côté parisien, avec, avec un début de match où Manchester a pressé pendant trois bonnes minutes et on va dire a existé pendant 20 minutes. Euh, je trouve que pendant les 20 minutes où Manchester, on va dire, exerçait une pression que j'ai pas trouvée hyper dangereuse, hormis sur deux actions où Pogba s'amuse sur Kipembe et puis se fait reprendre par Thiago Silva et la frappe de Rashford détournée de Bernat sur Buffon. Euh, j'ai trouvé que même justement dans ce temps fort, on va dire, de Manchester, euh, la défense n'a pas paniqué. Hormis Kimpembe, qui était un peu hésitant, qui était un peu plus foufou, qui jouait moins la sécurité que ses deux compères en défense centrale, Kerrer et Thiago Silva, qui eux se posaient pas de questions. Je les ai vus jouer assez simple et même par moments euh, balancer la balle en touche, balancer la balle en touche ou en corner. Parce que c'est ce que j'ai apprécié de Thiago Silva. Il s'est pas embêté justement. Il a cherché à rentrer dans le match sans prise de risque. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et ce que j'ai apprécié, c'est également ouais, la montée en puissance collective du Paris Saint-Germain dans ce match. J'ai vu très peu de numéros de solistes. J'ai vu vraiment une force collective vraiment dégagée de cette équipe. La capacité également à répondre à l'engagement physique. J'ai vu que au cours du match, on a quand même vu certains joueurs se révéler comme des sacrés impact players au Paris Saint-Germain. Je pense à Kimpembe. Je pense à Kimpembe j'ai trouvé un peu foufou sur ce match-là. J'ai eu l'impression qu'il a eu besoin en fait de marquer son territoire. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va faire cette faute sur Rashford et qu'il prend le carton à la 10e. Mais c'est vrai qu'au début, je le trouvais un peu hésitant. Je trouvais qu'il était, par rapport aux deux autres défenseurs, j'ai trouvé qu'en fait, il était un peu plus craignos. Je l'ai trouvé bon sur l'ensemble du match, mais je l'ai trouvé un peu plus dans la prise de risque que les deux autres.
Et j'ai l'impression qu'il a eu besoin de ça vraiment pour s'affirmer et puis rentrer pleinement dans son match. Il y a un autre joueur qui a mis un peu plus de temps à rentrer dans le match, c'est Di Maria, qui a perdu un peu ses premiers ballons, qui se fait balancer dans les barrières par Ashley Young. Et qui finit. En passant, ouais. Parce que c'est juste un petit coup d'épaule et donc c'est difficile de donner un carton jaune, mais le ballon est clairement sorti. Et Ashley Young connaît le terrain et donc il sait parfaitement comment ça va se terminer. Donc bien sûr, c'est calculé. Non, mais c'est calculé. Un rouge direct. Après, il a plutôt bien joué. Oui, non, mais voilà. C'est calculé. Et justement, par rapport à ça, j'ai apprécié ensuite le retour de Di Maria. J'ai apprécié le retour de Di Maria justement dans le match où justement je l'ai senti avec Kimpembe lui aussi se mettre au niveau des autres. Je trouve qu'en fait il y avait vraiment une force collective avec quelques joueurs qui ont eu un peu plus de difficulté à rentrer dans leur match, mais une fois les 20 minutes passées, une fois qu'on va dire que Paris commençait à mettre la main mise sur le jeu, que ce soit par Marquinhos qui a été monstrueux et Verratti qui a été remarquable également, à partir de là, ouais, franchement j'ai vu un Paris Saint-Germain qui savait ce qu'il devait faire. Et c'est un match où Paris a été patient, où je les ai vus justement, je les ai vus vraiment très bons dans les phases de conservation. Je les ai pas vus paniquer en fait. J'ai vu une équipe de Paris qui était beaucoup plus expérimentée qu'United en réalité. Donc voilà, cette équipe a dégagé de l'expérience. Moi j'ai vu un PSG au-dessus collectivement, mais surtout individuellement. Je trouve que le collectif a vraiment la maîtrise collective a vraiment permis de mettre en valeur les individualités. J'ai beaucoup aimé le match de Dani Alves également. Et je trouve aussi que ce qui a été intéressant, en fait, c'est cette capacité à bien finir la première mi-temps et à reprendre sur les mêmes bases en deuxième mi-temps. Cette continuité, justement, j'ai vu une montée en puissance assez linéaire dans ce match-là du Paris Saint-Germain. Ils ont su contrôler le rythme, en fait, de la rencontre. On les a vus par la suite manger le milieu de terrain d'United, en fait, clairement. Et c'est sûr, justement, c'était là-dessus que j'avais des doutes, moi. Mais on en parlera après parce que voilà, j'aurais pas mal de choses à dire sur Solskjaer et ses choix. Mais j'ai vu une équipe qui maîtrisait le match et l'autre pas du tout. Et ce que j'ai apprécié, c'est de voir Paris, en tout cas, pas se faire dessus dans un tel événement. Et après, voilà, il y a eu pas mal de choses qui étaient positives. J'ai vu une équipe, franchement, je le répète, mais encore une fois, très, très expérimentée, qui savait quand il fallait garder le ballon, quand il fallait accélérer. Et voilà, j'ai vu des très bonnes performances individuelles. On en parlera tout à l'heure des performances individuelles. Ouais. Draias, est-ce que tu es aussi positif? Alors oui, enfin il y a beaucoup de choses que Momo vient de dire sur lesquelles au début je suis pas d'accord. Puis la conclusion qu'il en tire, je suis parfaitement d'accord avec Fidi quand il parle de la maturité. Moi j'avais noté la solidarité et la pugnacité du 11, qui est décidément bien différente de ce qu'on peut voir en Ligue 1. Je voulais mettre en avant aussi c'est une belle victoire à l'extérieur dans le théâtre des rêves et la victoire la plus large que le théâtre des rêves ait connue. Et la première victoire d'un club français dans le théâtre des rêves, enfin bon, tout un tas de choses qui vont dans ce sens-là. Moi, ce que je veux mettre en avant, c'est les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps. Là, je ne te partage pas tout ton avis. Pour moi, la deuxième mi-temps n'est pas forcément une continuité de la fin de la première. On va revenir dessus. On a 20 minutes où il y a Marco qui allume le mode oufissime, Furio Class, je ne sais pas comment dire. 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, et on a Draxler qui se sort la tête des fesses, où il l'avait bien enfoncé en première mi-temps, où tout à coup on a deux animateurs, et là le jeu devient très très propre, très beau, très intelligent et très très plaisant. J'ai aimé la disposition qui pour moi a complètement annihilé la capacité au milieu d'Averse d'attaquer par l'axe. On a, contrairement à Liverpool, on reviendra dessus, où Liverpool on était vraiment dans l'idée de bloquer les côtés. Là, on a vraiment été dans l'idée de bloquer l'axe. Ça nous a mis parfois un peu en déficit sur les côtés, où on peut remarquer il y a eu cette incursion de Pogba et 2-3 fois les côtés qui ont été en difficulté. Mais rien, strictement rien n'est passé par l'axe. Clairement, c'était une consigne et j'ai aimé cette mise en place tactique qui a permis de repêcher ça, qui était mine de rien la force de United par Pogba, qui est un joueur qui rentre plus dans l'axe traditionnellement. Enfin, j'ai aimé l'entente Marco-Marquis. Faut noter qu'ils se sont mutuellement fait 16 passes de Marco à Marquis et 15 de Marquis à Marco. C'est les joueurs, le binôme qui s'est fait le plus de passes dans le match.
Et il faut associer à ça le fait que aucun des deux n'a cherché la passe sécuritaire. On n'était pas dans une optique où on se faisait la passe à 3 mètres, on se faisait 25 passes. Enfin, ils ne sont pas arrivés à 15-16 passes en se faisant 25 passes, en faisant tourner la balle sans rien faire. Non, c'était une recherche proactive au niveau des passes. Et cette entente, et au-delà de ça, la complémentarité potentielle entre ces deux joueurs qui est juste phénoménale pour un duo au milieu. Enfin, j'ai aimé la capacité à développer des circuits de jeu simplistes qui hurleront les autistes, mais en l'absence de Neymar et avec un Marco dans le dur physiquement, c'était pas rien du tout. Et pour moi, on a fait plus que contrer United. Il y a pas mal de gens qui disent qu'on était dans une logique de contre, mais à l'arrivée, on est peut-être un peu moins souvent qu'eux dans le dernier tiers. Mais et par rapport à ce que tu disais, il y a un point, on diminue beaucoup la performance de Manchester United. Il faut regarder la manière avec laquelle Manchester United a complètement isolé Kylian Mbappé pendant l'essentiel de la première mi-temps. La manière avec laquelle le milieu, alors on va pointer du doigt les ratés de Marco Verratti en première, la lenteur de Draxler en première, enfin en tout cas je le ferai tout à l'heure. Mais elle peut s'expliquer aussi par la performance de United sans ballon. C'est-à-dire qu'ils ont livré un match avec une intensité qui était costaud, avec une tactique qui n'était pas si nulle que ça. Et l'un dans l'autre, on peut remarquer qu'on a eu pas mal de phases de possession qui étaient dans les 30 mètres adverses, où on était posé dans leur camp. Alors ça manquait d'idées, ça manquait de spontanéité, d'audace, mais on n'était vraiment pas, simplicité, enfin plein de choses, mais on n'était vraiment pas que dans une logique de contre, et ça serait très réducteur d'enfermer la performance qu'a fait Paris une grande maîtrise, dans une logique de pur contre, ça serait très limitant. Juste pour réagir, quand tu dis qu'on les a enfermés dans l'axe, ce qui est intéressant, c'est que justement, on a même amené Martial et Lingard à se recentrer. Et là, on avait du coup Keylor Alves qui faisait une prise à 2 sur Martial, mais Martial qui était recentré. Et pareil de l'autre côté avec Bernat qui plongeait. Et il y a eu de temps en temps des petits ratés sur les côtés. Et pourquoi ? Parce qu'on avait, là où à Liverpool, on avait mis l'entonnoir sur les ailes et on ouvrait l'axe, ben là, on avait fermé l'axe et du coup, il y avait un petit peu de débordement qui pouvait se faire sur les côtés. Mais c'était exactement ce qu'il fallait faire face à ce Manchester United-là pour contrer l'homme en forme qui était Pogba. Comme une forme qui était Rashford, qu'on n'a pas beaucoup vu non plus. Bon, on va passer à ce que vous n'avez pas aimé. Dreyas, toujours toi. J'ai pas aimé une première mi-temps dans toute la production de ce qui était le jeu avec ballon, avec un manque de précision qui était au-dessus de la normale, qui peut s'expliquer par les méformes, qui peut s'expliquer par plein de choses. Et au-delà du problème de transmission, on s'est retrouvé des fois avec des passes qui étaient directement en touche. Il faut quand même le mettre en avant, il faut quand même le dire. On avait une vraie lenteur dans la prise de choix. J'étais en train de mettre en avant le fait d'être capable de se tenir devant, mais il y avait un vrai manque d'audace, un vrai manque de simplicité. On cherchait tout le temps la passe de plus, la passe de trop, sans forcément mettre de la vitesse. On était extrêmement statique. Et à l'arrivée, on a une première mi-temps qui est solide sans ballon, mais d'une pauvreté assez abyssale avec ballon. Et qui est très décevante. Après, il y a un joueur en première mi-temps qui échappe à cette norme-là, mais on reviendra dessus, tout à l'heure. Marquinhos, Casemignos. Oui, c'est vrai que cette première mi-temps était un peu trop prudente des deux côtés, j'ai trouvé. Momo, toi, ton avis là-dessus ? Ouais. Je suis assez d'accord avec Dreyas sur sa remarque. Je suis assez d'accord. Dans le jeu avec ballon, c'est vrai que c'était assez compliqué. On sentait une équipe qui voulait pas trop se livrer, qui évitait d'aller trop de l'avant. Et par contre, c'est vrai qu'en revanche, on a senti une équipe qui a vraiment voulu, qui a cherché à prendre confiance et à s'installer. J'ai vu une équipe de Paris qui a vraiment cherché à jouer, à garder un certain équilibre. Donc forcément, pour le spectacle et pour l'allant offensif, c'était un peu plus compliqué. Mais après, moi, je le vois pas forcément comme une mauvaise chose sur ce match-là, puisque bon, enfin, je le vois pas forcément comme une mauvaise chose sur ce match-là, en fait. Après, c'est vrai que si en face, par exemple, j'ai regardé le match de l'Ajax ou de l'Ajax et du Real également. C'est vrai que si Paris, par exemple, était tombé sur l'Ajax et avait commencé le match de la même manière, ça aurait été compliqué pour eux.
parce que j'ai pas vu de réaction de la part de United, en fait. J'ai pas vu une équipe capable de réagir, Mais capable, on va dire. par rapport à l'Ajax, le truc, tu vois, c'est qu'on joue vraiment différent contre Liverpool. On joue sans ballon différemment contre Liverpool et on joue sans ballon différemment contre Manchester United. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on jouera forcément différemment sans ballon contre l'Ajax. Et il faut pas, avec Tourelle, pour moi, c'est un des enseignements du match, on va revenir dessus après, mais c'est un mec qui est vraiment en train de se mettre, de changer sa disposition par rapport à l'équipe qui est en face. Donc, essayer de projeter comment ce Paris se serait comporté face à l'Ajax, je pense que c'est illusoire parce que Paris aurait été complètement différent dans son organisation sans ballon. Après, enfin, si la situation n'aurait pas changé, c'est-à-dire avec les manques avec les blessés également, je pense que ça aurait été. Je pense que je vois pas ce qu'il aurait pu faire de plus en fait. C'est-à-dire que pour moi, le meilleur système, quoi qu'il arrive, comme tu l'as dit, je veux dire, on n'a pas les latéraux pour jouer à 4 derrière. Donc quoi qu'il arrive, je veux dire, avec les joueurs qu'on avait en place aptes pour ce match-là, je pense que peu importe l'opposition, à mon avis, je pense que le système n'aurait pas réellement changé. Là, l'objectif, c'était vraiment de trouver un système Mais enfin, ouais. si tu prends Liverpool, tu vois, l'idée, c'était vraiment de bloquer les couloirs pour les obliger à passer dans l'axe. Et là, l'idée, ça n'a vraiment pas été ça, ça a presque été le contraire. Après, comme on en parlait tout à l'heure. Et on parle de système qui était équivalent. Donc, si tu veux, tu vois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Tourelle prend qu'est-ce qu'est l'équipe d'en face et change diamétralement la manière avec laquelle son équipe mais j'ai envie va de te jouer. dire, si Cavani n'avait pas été blessé, on était parti sur un 4-4-2 et je vois pas comment on aurait pu Ça, on faire n'en ce sait rien. blocage. Ça, on n'en sait Il rien. avait joué qu'en 4-4-2 les derniers matchs. Ça, on n'en Si, sait rien. mais si. Ça, on n'en sait Même rien. Tourelle a dit, ça Ça, on m'a n'en sait rien. compliqué de revoir ma système que je vais travailler. C'est mon nom, mais ça, on n'en sait rien. Il n'aurait pas mis Mbappé ou Cavani sur le banc. Et les deux, il a dit, ce sont des joueurs d'axe. Ça paraît quasiment sûr qu'il mettait ce 4-4-2. Par contre, j'avais coupé la parole à Momo, s'il peut continuer. Ouais, sur le 4-4-2, en revanche, je me permets de réagir. Ouais, par contre, je pense que ça aurait été une très mauvaise idée. Ça aurait été compliqué quand même. Après, voilà, on serait resté sur une défense à 4. Et puis, je trouve que voilà, je veux dire, le système, il n'a pas forcément porté ses fruits sur les derniers matchs qu'on a vus. Ça a été assez compliqué. Même si, effectivement, c'est vrai que sur les derniers matchs, qui est assez compliqué, en réalité, on voit que la dynamique est négative depuis la blessure de Verratti, en réalité. Donc, celle de Neymar. Après, celle de Neymar, ouais, c'est vrai, mais. Ah, pardon, excuse-moi. Non, je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux dire, c'est en termes de contenu, les prestations les plus insipides du Paris Saint-Germain que j'ai vues cette saison, c'était vraiment quand Verratti était absent au milieu de terrain. Mais est-ce que là-dessus, par rapport à ça, est-ce qu'on peut pas mettre un espèce de curseur Ligue des Champions, Ligue 1? C'est ce que j'allais dire. Les trois derniers gros matchs de Paris, c'est Liverpool, Belgrade et United. Est-ce que tout à coup, Tourelle n'est pas en train d'organiser son équipe? Enfin, ça, c'est la supposition au meilleur pour performer en Ligue des Champions. Et on a une telle avance en championnat que il laisse les joueurs se reposer, il n'est pas autant dans l'exigence. Il ne reste pas pour le moins mécontent quand il n'y a pas d'intensité. Oui, mais bien sûr. Mais le fait est de constater que les quelques matchs, et à part un match qui m'a donné une illusion, mais on pourrait presque dire tous les matchs depuis Belgrade, ont été à différents degrés. Alors ça s'est encore aggravé récemment, mais des purges, des matchs pas terribles, où il y a plus de choses à redire. Et là, tout à coup, on arrive dans la Ligue des Champions, et les mecs, ils sont tous à 125%. Ce qui donnerait tort à la théorie de il faut être toujours aussi intense en Ligue 1. Voilà, et après, peut-être que voilà, ça c'est une réalité avec d'autres coachs, mais qu'avec Tourelle, il fonctionne de cette manière-là. Et je ne sais pas si. Voilà, tout simplement. Je pense qu'en fait, on ne pourra plus maintenant juger comment ça se passera en Ligue des Champions en fonction des matchs de Ligue 1 qui sont produits avant. Ça a toujours été dur de juger. Hein. Des fois, on est brillé, et puis on se coulait, des fois, c'est l'inverse. D'accord. C'est sûr que le Ligue 1 n'est pas le meilleur indicateur. Il y a un pattern quand même qui est en train de se reproduire avec Tourelle qui commence à devenir, qui est récurrent. C'est vrai. On va passer maintenant aux prestations individuelles. On va commencer par les tops du match. Vous pouvez donner autant que vous voulez. Darius, est-ce que tu en as combien? Moi, j'en ai 4, je crois. Ouais, j'en ai 4. Il y en a un, c'est presque c'est contre mon gré. C'est Tourelle. On y reviendra tout à l'heure. Tourelle, parce que j'avais émis beaucoup de critiques le concernant, notamment dans le dernier podcast, et d'une manière générale récemment. Je commençais à le croire incapable de trouver des idées, incapable de motiver son groupe. Et sur les deux sujets, il m'a donné tort. Il a insufflé une âme à son équipe. Clairement, il y a la patte de Tourelle derrière chacune de nos grandes performances. Clairement, les joueurs se revendiquent de Tourelle
après chacune des performances. Il y a un moment où il faut prendre acte. Et justement, enfin, ce que je te disais il y a 2 minutes, Momo, c'est maintenant, moi, je vais commencer à me méfier en fait avant d'avoir des jugements un peu définitifs comme j'avais la dernière fois sur Tourelle, parce que je me retrouve souvent à avoir tort quand même dans les moments où ça compte. Ensuite de ça, je vais parler de Marquinhos. Je l'ai déjà dit, mais on a le deuxième rendez-vous do or die de la saison, et pour la deuxième fois, il répond présent. C'est donc un mec sur lequel on peut compter, quelle que soit la circonstance. Défensivement, déjà, je vais mettre en avant sa performance par les chiffres de Paul Pogba. Paul Pogba a fait 41 passes. Et sur les 41 passes, donc 41 passes en 70 minutes, pour donner une idée, Marco Verratti en a 75. Ils ont plus ou moins, soi-disant, le même impact dans le jeu, la même capacité à avoir du ballon. Dans les chiffres, il n'a que 73% de passes réussies. Il n'a qu'un seul lob, il n'a aucune passe ball-through, c'est-à-dire les passes dans l'intervalle entre les joueurs. Il en a juste 0. Et on avait un Marquis qui a, dans 90% du match jusqu'à l'expulsion de Pogba, était maximum à 5 mètres de Pogba. Il y a une fois où il le laisse partir sur le côté, il y a 2-3 fois où c'est contredit Silva qui dit non, ce n'était pas une défense individuelle, mais en zone. Mais bon, je pense... mais on avait un Marquis qui l'a juste mangé, qui l'a juste dévoré, et on a un Pogba qui sort en se plaignant un peu, mais on sent qu'il sait qu'il a raison d'être sorti, on sent qu'il est énormément frustré parce qu'il n'a rien pu faire du match, à part une fois où il a pu donner une illusion, mais c'était plus une illusion qu'autre chose, et Marquis l'a littéralement dévoré. Mais ça, c'est juste en parlant de la partie défensive, parce que après, il faut parler de la prestation offensive de Marquinhos, qui est de très loin le meilleur Parisien en première mi-temps, et qui est toujours au niveau en seconde. Et je vais là aussi m'appuyer sur une stat. Il a réussi sur 7 balles longues, c'est-à-dire des transversales longues tentées. Il en réussit 5. C'est un taux de succès de 71% sur des balles longues, ce qui est assez exceptionnel. Et le tout en ayant pour certaines des passes qui sont quasi décisives ou qui potentiellement amènent des actions. Et à ça, on peut associer la qualité des passes au pied, parce qu'il n'a pas fait que des balles longues, il a aussi fait des passes en intervalle, et c'était vraiment extrêmement propre. Il a raté 2 passes, dont une qui est peut-être un peu dangereuse, mais pour moi, très clairement, c'est l'homme du match et il vaut 9. Ensuite de ça, j'ai envie de mettre en avant Alves. Il a quelques ratés, mais il m'inquiétait beaucoup plus que ça récemment. On avait l'impression qu'il était hors de forme. On était en mode bon, bah, c'est le papy, hein, on ne pourra plus rien en faire, on ne pourra plus rien en tirer. Il tente une frappe qui aurait mérité un but, et d'une manière générale, il a un impact, une agressivité. Il a clairement un coup de mieux lui aussi en deuxième mi-temps, mais il a vraiment été très très bon. Et enfin, il y a le choix du cœur qui est Kimpembe. Kimpembe qui aurait pu se prendre un rouge, qui a clairement flirté avec la ligne rouge, mais qui plante son but. Et j'ai envie de revenir sur sa coupe de cheveux. On avait un Kimpembe après la Coupe du Monde qui était à Miami, qui s'était fait teindre en blond. Pour le coup, il portait très bien son titre de coiffeur. Et il s'était un petit peu perdu, et j'ai l'impression que le mec est en train de retrouver l'humilité. Et j'ai beaucoup apprécié le commentaire que tu faisais sur lui tout à l'heure, c'est qu'il était un peu fou, un peu en train de se chercher pour finalement être capable de juguler son agressivité, alors qu'il ne le faisait pas toujours très bien en première mi-temps. Et il a fini le match en ayant des interventions défensives qui étaient très sûres. On n'a pas encore vu le Kimpembe qu'on a en droit d'attendre, parce que c'est un joueur qui a une très très bonne relance. On en a vu très très peu ou beaucoup trop peu le concernant. Mais je le trouve en progrès. C'est un joueur que j'ai toujours voulu défendre. C'est un joueur dans lequel je crois beaucoup, surtout au niveau de l'attitude. Je crois que ça peut devenir un vrai grand capitaine. Et j'ai l'impression qu'il est en train de retrouver le chemin de l'humilité. C'est pour ça que je parlais de ses cheveux. Et j'ai l'impression qu'il en a un peu fini avec cette époque où il faisait un peu le kéké, quoi. Faut appeler un chat, et qu'il est en train de revenir à ses fondamentaux. Et ça me donne plein d'espoir pour ce joueur que j'adore. Et toi, Momo, t'es top. Est-ce que tu en partages? Est-ce que tu en as d'autres? Bah, quasiment tous ceux de Drayas, on va dire, je les ai. C'est ce que j'avais sélectionné également. Pour Marquinhos, j'ai vraiment mis la relation entre les deux également. Tout à l'heure, on l'a dit, la relation entre Marquinhos et Verratti en milieu de terrain. Pas mis Drayas en top, hein. Peut-être que toi tu le mets. Non, Drayas, il n'a pas mis Verratti. Moi, justement, ce que je mets, c'est Marquinhos, mais tu les dissocies pas, du coup. voilà, exactement. C'est ce que j'ai aimé, c'est effectivement la relation entre les deux. Enfin, sur le match d'hier, ce qu'on a vu, c'est une équipe du Paris Saint-Germain qui dégage une certaine sérénité et, et surtout, on va dire, des habitudes. On sait que Marquinhos et Verratti se connaissent depuis un certain temps.
jouent ensemble depuis de nombreuses saisons maintenant. Mais ce qui a été intéressant hier, c'est que j'ai senti une relation. Ouais, vraiment, j'ai senti un réel lien entre les deux. Et ce qui a été intéressant, ça a été de voir Marquinhos se comporter en fait comme un réel milieu de terrain hier. C'est ça que j'ai apprécié. Dans les autres matchs où justement on voyait, parce que le système l'imposait certainement, mais où on voyait Marquinhos par exemple un peu plus dans un profil défensif, hier je l'ai trouvé, il était quand même, enfin, je l'ai trouvé hyper bon balle au pied. Je l'ai trouvé franchement hyper impressionnant. Et même dans des situations où voilà, il était pressé, tout ça, je voyais il avait une capacité à se retourner, à garder la balle et puis à continuer à faire circuler derrière. Franchement, c'était assez impressionnant. Pour moi, C'est pour c'est ça. clairement le du match, quoi. Quand tu vois dans certains sites qu'il a une moins bonne note que d'autres joueurs, Non, Il y a- non, ouais, je suis d'accord avec toi. aussi les Mais, Ramos qui était le meilleur sur le terrain. Vas-y, continue. ouais, mais c'est vrai que je trouve que Verratti, voilà, avec Verratti, franchement, avec Verratti à ses côtés, c'était encore plus flagrant. C'était assez impressionnant. Je vais mettre également Di Maria parce que même c'est vrai que il commence le match avec du déchet. Même si entre-temps, il réussit quand même à te placer une belle frappe pied gauche qui est assez flottante, qui passe pas loin. Mais même s'il a fini, il a mis un peu plus de temps à rentrer dans son match, je trouve qu'il glisse deux passes décisives complètement sublimes. Le corps. Sur la grosse occasion d'Mbappé. Ouais, exact, ouais. Ouais, exactement. Ouais. J'allais y venir Mbappé, j'en parlerai après. Ouais, franchement, même le corner, je trouve que le corner est magnifiquement bien frappé. Alors, il y en a certains qui disent que Derea doit sortir apparemment. Je sais que Kim Pembe, il y a un joueur qui est prêt. Donc, il y a un joueur de Manchester qui est proche du ballon. Mais franchement, le ballon, il arrive vraiment sur Kim Pembe qui la reprend à l'intérieur du pied et qui termine en dessous de la barre. Donc là, pour le coup, c'est un para pour Derrière. Mais là, c'est vraiment un très très bon ballon. Et puis pareil, la seconde passe décisive pour Mbappé, qui, elle est superbe, celle-là. oh, elle est magnifique. Elle est magnifique parce que elle est en Tu as trois défenseurs, tu as 5 cm pour la mettre et il la met 5 cm où il faut, quoi. Exactement. Bah, j'en ai vu une autre assez sympa. Enfin, j'en ai vu une autre qui m'a rappelé la passe de Di Maria un petit peu. C'est le but hier lors de la victoire du Real. C'est la passe de Carvajal qui c'est qui marque le deuxième but? C'est Asensio, je crois. Pour Asensio. Ouais. Pour Asensio. J'ai un peu eu l'impression de voir un petit peu le même style avec une qualité de passe. Ouais, c'est ça. Grosse qualité de passe. Donc Di Maria également, franchement, pour son retour. Puis voilà, même s'il a fait un match en réalité, même s'il a fait un match où voilà, il y a eu du bon et du moins bon, même si je l'ai trouvé meilleur en deuxième période comme le reste de l'équipe, je trouve qu'il a su. Il a su se reprendre, parce que c'était pas simple pour lui. C'est vrai que ça a été compliqué à United et je trouve que l'accueil de la part d'Old Trafford a été ridicule envers lui. Euh, je vais pas refaire l'histoire, mais je trouve qu'il avait été assez classe lors de son départ. Il avait fait une lettre d'adieu aux supporters où il expliquait un peu les raisons pour lesquelles il partait. Et puis on avait bien vu qu'avec Van Gaal ça passait pas, donc j'ai pas forcément apprécié. Donc pour ça j'ai envie de lui mettre une certaine mention. Le match de Dani Alves, là, c'est vrai que Dani Alves, je l'ai pas mal observé. Parce que, comme tu disais, Draga, c'est vrai que sur les dernières semaines, il faisait flipper. Euh, et franchement, ouais, bah, je pense qu'il m'en a mis quand même plein les yeux sur la deuxième mi-temps parce que il a eu ce rôle déjà de cadre. Et puis, bah, la Ligue des Champions, il connaît, donc forcément, voilà, il a réussi à se mettre au niveau. Mais au-delà de ça, en fait, ce qui a été intéressant, c'est sa capacité en fait, à venir aider Kehrer dans le couloir. Je l'ai trouvé ouf, en fait. Il s'arrêtait jamais. On le voyait toujours courir. Je l'ai jamais vu revenir en trottinant ou quoi que ce soit. Dès qu'il y avait un ballon justement qui était dans la zone et qu'il fallait justement venir bloquer avec Kehrer ou même avec Marquinhos, bon, on le voyait arriver. Et il a récupéré pas mal de ballons de Pogba justement comme ça. Parce que si on prend vraiment le match de Dani Alves. Alors certes, il y a une période en deuxième mi-temps où il assure mal ses centres, mais le but de Kimpembe, il vient sur un centre de Dani Alves pour la tête d'Mbappé. Et surtout le deuxième but avec le deuxième but d'Mbappé, c'est une perte de balle de Pogba
qui se retrouve bloqué sur le côté, sur le côté de Kehrer. Et c'est Thiago Silva, c'est Dani Alves justement qui vient lui reprendre le ballon dans les pieds de manière assez autoritaire. D'ailleurs, Pogba tombe à ce moment-là et qui enchaîne direct derrière et qui fait remonter le ballon justement pour Di Maria. Donc ouais, par rapport à ça, c'est vrai que je trouve qu'il fait un match magnifique, surtout en deuxième période. Moi, j'ai vraiment apprécié. Je trouve qu'il a vraiment mis du rythme. Et je trouve que voilà, c'est un joueur qui a de la personnalité. Et hier, le Paris Saint-Germain a fait preuve de personnalité. Et je trouve qu'il y est pour quelque chose. Et forcément, Kimpembe parce que voilà, ça a été un match où, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est rentré dans le match de manière un peu folle. J'ai trouvé qu'il a eu besoin de vraiment s'affirmer pour se sentir bien et pour se libérer au cours du match. Et même en deuxième période, quand Paris maîtrisait, j'avais tendance à comparer un peu l'attitude de Kimpembe avec Kehrer. Kehrer, j'avais l'impression que c'était vraiment le super lieutenant de Thiago Silva, qui restait constamment sur le même alignement, pas de risque. Et c'est vrai que même lors des phases de conservation de balles, je voyais très peu Kehrer, on va dire, quitter sa ligne pour justement être un peu plus force de proposition, contrairement à Kimpembe qui lui justement n'hésitait pas à demander le ballon et à avancer pour gagner quelques mètres et continuer à faire remonter le bloc parisien et pour continuer à mettre la pression à Manchester dans sa deuxième moitié de terrain. Il peut faire encore mieux. Il peut faire encore mieux dans ce rôle-là. C'est-à-dire que pour moi hier, Kimpembe, pour moi c'est vraiment tu vois, il y avait Rabiot et machin. Pour moi, Kim, ça a toujours été le Titi que j'ai eu envie d'aimer, sur lequel j'ai envie de croire. Pendant longtemps, j'étais avec mon pseudo, je crois en Kim. C'est mon gars sûr. Il s'est un peu perdu cet été, mais là j'ai l'impression qu'il est en train de revenir de la bonne des manières. Mais sur ce que tu dis, oui. Mais il peut faire tellement mieux en fait. Ah, je suis d'accord avec. Mais on sait que Kim peut aller beaucoup plus loin dans sa capacité de relance, dans sa capacité de porter le ballon. Première mi-temps, il l'avait souligné dans le. Et puis même en deuxième mi-temps, c'est-à-dire qu'il commence à le faire, mais Kim peut aller encore plus loin là-dedans. On est loin de sa performance du 4-0 contre Barcelone. Voilà. Je suis assez d'accord avec toi, hein. Mais c'est juste qu'en fait, justement, je mettais en perspective, je comparais un petit peu l'attitude de Kim et de Kehrer, qui lui, justement, ne bougeait pas trop. Kehrer est dans la rigueur allemande, quoi. Mais sans voilà. C'est ça, c'est exactement. Et c'est là où justement j'ai vraiment aimé le match de Kimpembe parce que je trouve que à l'image d'un Dani Alves sur son côté, je trouve que lui aussi il a mis du rythme et il a fait preuve de beaucoup de caractère en fait dans ce match-là. On l'a même vu en première, enfin je veux dire à plusieurs reprises faire des retours défensifs de grande classe. Je crois qu'à un moment, je sais plus si c'est Young qui s'échappe sur le côté droit, Young ou Rashford. Et on le voit arriver à toute vitesse et tacler et mettre le ballon en touche. Je trouve que voilà, c'était clairement un match où je l'ai vu prendre confiance en fait. Et je trouve que c'est un match qui sera important pour la suite de sa saison. Très bien. Du coup, moi, je vais rajouter Silva dans le top, qu'on n'a pas été cité. Oui. Qui a un peu été quand Kimpembe était un peu foufou en première, c'est lui qui arrivait à le couvrir quand Kimpembe parfois était un peu oublié au marquage parce qu'il montait très haut sur le côté gauche et qu'il n'assurait pas forcément son marquage derrière son dos. Et les 20 dernières minutes où tous les centres, il les coupe. Il est sur toutes les balles, toutes les trajectoires. T'as l'impression que c'était un truc de flipper, tu sais, c'est le truc, t'as la balle qui revient, paf, il la renvoie, tac, tac, tac. C'est le tout du flipper. Ouais, voilà, ça remonte, c'est rien que tu puisses faire. C'est un peu ça. Pour Marquis, j'ai envie de rajouter la gestion du rythme et du tempo, en plus de tout ce que vous avez dit, c'est qu'il savait quand jouer court, quand accélérer, quand allonger, donc il y avait une gestion du rythme en plus qui était assez admirable pour un mec qui n'est pas à ce poste d'habitude. Et Alves, pour un mec qui revient il y a moins de 9 mois d'une rupture des ligaments croisés à 3 ou 6 ans, être à ce niveau-là pour un match comme ça, avec cette intensité, j'en connais pas beaucoup. Le nombre de mecs qui mettent 2 ans avant de revenir d'un ligament, même à 23-24 ans, lui il revient. Moi, je voulais revenir pour insister sur la relation que tu as mise en avant entre Verratti et Marquinhos, qui ils se comprennent, ils se connaissent, mais ils sont complémentaires en plus. C'est un truc de fou, quoi. Parce que un sait pas bien faire, l'autre sait parfaitement le faire, et vice versa. Ça peut être une paire. Si Marquis est capable de confirmer. Ah oui, non, bien sûr, mais si Marquis est capable de confirmer ce niveau-là, alors pas forcément en Ligue 1, mais en Ligue des Champions au milieu de terrain,
Marco, ça peut être une paire au milieu qui est redoutable. On n'avait pas besoin de Gay, on va passer maintenant au flop du match. Si vous en avez, Momo, est-ce que tu en as? Flop du match? Non, pas vraiment. Je trouve que. Les, Non, parce que. les moins Parce bons. que ouais, les moins bons. Bah, j'ai pas aimé la première période de Draxler que j'ai. À qui je reproche, en fait, de se cacher. Il a été assez discret. Et puis, en deuxième mi-temps, c'est vrai que je trouve il a su hausser son niveau, mais à l'image de l'équipe, en fait. Il a été un peu plus présent, il a été un peu plus disponible. Mais, euh, mais voilà, en fait, ça reste un joueur en fait, qui sert maintenant de faire valoir au collectif, j'ai l'impression. Je le trouve beaucoup moins dans la prise de risque, en fait. Je le trouve beaucoup moins dans la prise de risque par rapport à Di Maria, qui aura moins tenté une frappe dans le match. Euh, Même si, bon, voilà, c'est sur un ballon comme ça. Mais je trouve que sur le match, en fait, voilà, il a joué, je l'ai trouvé juste en deuxième période. Mais voilà, après, donc, je vais chercher des petites choses comme ça, hein. Je trouve qu'il a fait un bon match en deuxième mi-temps, mais c'est vrai que sur la première période, je l'ai trouvé assez discret. Et puis voilà. Et après, voilà, peut-être je vais être aussi assez exigeant, mais le manque d'efficacité d'Mbappé sur son face-à-face avec Derrea. Encore la tête de Dani Alves, je suis. Je trouve juste qu'il y a un manque de puissance, mais je trouve que voilà, il est pris entre plusieurs défenseurs. Il réussit quand même à la mettre, il réussit quand même à la prendre et surtout à la placer. Après, c'est Derrea qui la sort. Mais, mais donc pour celle-là, à la rigueur, je suis pas très critique, mais c'est vrai que je trouve qu'il la joue mal. La passe de Di Maria, l'extérieur de Di Maria, magnifique, où on le voit lancer et il commence à mettre une pilule à toute la défense de United. Et puis je trouve qu'il se l'emmène mal. Je trouve qu'il arrive côté droit que c'est trop tard, que Derrea a déjà bouché l'angle et qu'après c'est terminé. Donc après c'est toujours la même chose avec Mbappé. On va dire ce manque d'efficacité. Hier il en a trois, il en met une. Et on va dire que et pourtant, le but qu'il met, je la trouve magnifique, hein, parce qu'il part vraiment de très loin. Et quand tu le vois arriver entre les défenseurs avec la passe de Di Maria, franchement, elle n'est pas simple à mettre. Parce que dans les buts, ça reste derrière. Et moi, je le dis clairement, pour moi, au top de sa forme, c'est le numéro 1 mondial. Moi, c'est ce que je pense. De Réa ou... Ouais. Par coup de 25 minutes qui des fois dure un match, mais t'as certains matchs où c'est le sous-top mondial. Ouais, il a fait une sale Coupe du Monde, par exemple. En fait, ouais, c'est certainement pas le plus régulier, mais je trouve que justement, quand il est dans sa forme, quand il est il est injouable. Voilà, il est injouable. J'ai jamais vu d'autres gardiens peut-être beaucoup plus réguliers, mais être capable de dégoûter une équipe sur un match ou voilà. Donc, je pense que par rapport à ça, c'est vrai que je trouve que le but est quand même bien amené. Le deuxième but d'Mbappé, je trouve que voilà, il fait quand même preuve de beaucoup de réussite, de pas mal de sang-froid pour bien la placer, parce que derrière, pour moi, ça reste un gardien qui est capable d'aller t'en chercher. Donc, s'il va pas la chercher, c'est forcément qu'elle est très bien jouée. Et voilà, mais sinon, oui, à la rigueur, le manque d'efficacité d'Mbappé et puis discrétion de Draxler. Ok, Drayas. Ben moi, je suis un peu dans la mouise parce que enfin, une fois n'est pas coutume, je voulais mettre Draxler en flop. C'est clairement pas dans mes habitudes de mettre Draxler en flop pour qui suit les podcasts. Mais tu as été à mes yeux. Encore comme dirait tu as été à mes yeux un peu trop dur, donc je vais me retrouver malgré moi à défendre Draxler. Mais bon, premier flop, alors d'abord, je vais commencer par le flop HS. J'ai pas aimé les olés du public parisien. J'ai trouvé ça petit, j'ai trouvé ça inutile. Autant que le public parisien s'impose en termes mancuniennes par ses chants, ça c'est bravo, il n'y a qu'à les applaudir. Autant les olé olé chambreurs, j'ai trouvé ça petit, minable. Voilà, donc c'est le petit flop HS. Sinon, alors j'ai un flop. Alors les deux flops, pour le coup, sont relatifs et sont vraiment relatifs à la première période. Donc, au risque de faire hurler dans les chaumières, j'ai nommé Marco Verratti. Marco Verratti, il faut savoir que c'est le joueur qui a touché le plus de ballons en étant sorti relativement tôt.
Il a touché 74, 75 ballons, un truc dans le genre. Et c'est le joueur avec le plus gros taux de passes réussies, 93%. Et encore une fois, c'est vraiment un flop relatif parce qu'en première mi-temps, il n'est pas si mauvais que ça. Il y a des trucs qu'il fait qui sont bien, mais il a des ratés. Enfin, voir Marco Verratti mettre des balles directement en touche, c'est un truc qui, moi, me choque. C'est pas, enfin, pour moi, ça devrait pas être possible, quoi. Et il a des ratés qui sont assez oufissimes. Donc ça se trouve, en fait, c'est peut-être que je suis trop dur avec lui parce que j'en attends trop. Il y en a beaucoup qui ont souligné une mi-temps moyenne. Hein, Ouais, bah, voilà, mais peut-être que je suis trop. Mais d'une manière générale, il a fait une première mi-temps où il était par moments, il faisait du chaud-froid. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il faisait des trucs bien, et puis il y avait des moments où il était empâté, il était un peu lent, il était. On sentait un marteau à 70%. Ouais, voilà. Et il y a des moments où il avait des ratés, il a fait des passes et des centres qui étaient à 20 mètres de là où ils étaient censés être. Et quand c'est Marco qui fait ça, moi, ça te taquine un petit peu l'esprit. Ensuite de ça, j'avais nommé Draxler. Alors, pour la première mi-temps, je suis infiniment d'accord avec toi, même si j'ai envie de mettre en avant son jeu défensif. Mais pour deuxième mi-temps, je le trouve quand même très très dur. Alors déjà, en première mi-temps, s'il y a une passe qui est à mettre en lumière... Il dit justement qu'en deuxième mi-temps, il est monté de rythme. Mais qu'il était encore trop scolaire. Sur la première mi-temps, s'il y a une passe à vraiment mettre en avant, pour moi, c'est celle sur le Kylian Mbappé qui est hors jeu et qui la met à côté. Qui n'est pas signalé hors jeu d'ailleurs, mais s'il y avait eu. Oui, voilà. Mais c'est la passe lumineuse de la première mi-temps si on compte offensivement, et elle est faite par qui? Elle est faite par Julian Draxler. Et associé à ça, il faut mettre en compte faut mettre en parallèle sa prestation défensive où c'est un des joueurs du milieu. Alors, il ne peut pas se battre avec Marquinhos sur ce match parce que Marquinhos était un joueur dans les stats défensives, mais un des joueurs du milieu qui avait beaucoup de récupération, qui avait un jeu défensif qui était très intéressant. Venu la deuxième mi-temps, non, c'est juste que c'est pas qu'il est scolaire, c'est juste que Draxler, ce sera toujours un joueur moins visible. Il aura toujours. Pourquoi? Parce qu'il garde très très peu la balle. Il joue beaucoup. Ça dépend dans quel style de jeu. Il joue beaucoup en une touche. Il joue beaucoup en une touche très rapidement. Et en deuxième mi-temps, ça a été un fluidificateur. Ça a été une personne qui a permis de remonter très facilement la balle devant. Et je trouve que le taxer de discret ou de scolaire, je trouve ça trop dur. Et donc, du coup, j'ai éprouvé le besoin de prendre sa défense. Je crois que tu voulais défendre Mbappé aussi. Ah oui, merci, effectivement. Alors Mbappé, dire qu'il n'est pas assez efficace, il y a juste les chiffres. Il a 20 ans maintenant, plus 19 ans. Et il a marqué autant de buts que Zidane, il a marqué autant de buts que je ne sais plus qui, etc. Il a 13 buts d'avance sur Ronaldo, même âge en Ligue des Champions. Voilà, donc déjà, quand on dit qu'il est inefficace, faut prendre du recul par rapport à cette affirmation parce qu'elle est objectivement complètement fausse. Et ensuite de ça, sur ce match, alors oui, il fait 2 contrôles qui sont trop longs. Alors déjà, sur le but, c'est une présence et c'est un appel. Son appel, il est extraordinaire. Il est entre 3 défenseurs. Il arrive à passer dans un trou de souris. Enfin, la passe de Di Maria et l'appel de Mbappé sont tous les deux extraordinaires. Et la passe de Bernat aussi. Et tous les deux sont extraordinaires. Mais pour le reste, ouais, il fait 2 contrôles trop longs. Mais je veux dire, tu as Lewandowski qui plante un but aussi important en Ligue des Champions. Est-ce qu'on s'arrête sur les deux contrôles trop longs? Alors Lewandowski va pas forcément faire ses contrôles trop longs parce qu'il est plus clinique, mais Lewandowski, il a pas 20 ans. Qu'est-ce qu'il était en train de faire Lewandowski à 20 ans? Là, on parle de Kylian Mbappé, un mec qui a un nombre de buts en Ligue des Champions qui est juste hallucinant pour son âge, qui est efficace. En plus de ça, oui, il y a ces 2 contrôles qui sont trop longs, mais dans le jeu, il a passé 20 premières minutes extrêmement frustrantes parce que Manchester United défendait très bien sur lui. Il a réussi à retourner ça dès la 20e, où tout à coup on le voit apparaître, il arrive à créer des solutions et il donne des sueurs froides à tous les défenseurs de Manchester United, et ce pas qu'à une seule reprise dans le match. Et on va taxer sa prestation moyenne à cause de 2 contrôles qui sont trop longs, alors qu'il a planté un but. Je trouve d'une manière, et je ne parle pas forcément de toi, Momo, je parle de ce que j'ai pu lire à droite à gauche. Je trouve que le jugement sur la prestation de Mbappé est infiniment trop dur, parce que je ne l'aurais pas mis en top. Encore une fois, voilà, 2 contrôles qui sont approximatifs, et à ce niveau-là, quand tu es attaquant, tu sais que tu ne vas pas avoir beaucoup d'occasions. Normalement, des contrôles approximatifs, tu ne dois pas en avoir. Mais mis ça sous le fil de 20 ans, l'efficacité, le fait qu'il plante un but en mettant un super appel, le fait qu'il soit utile dans le jeu, je trouve que les critiques le concernant sont profondément injustes. Autre chose, pour aller dans ton sens, dans un tout autre style, Ronaldo, par exemple, rate aussi beaucoup d'occasions. Il marque un but chaque 7 ou 8 frappes. Mais il va mettre son doublé à l'arrivée parce qu'il se crée beaucoup d'occasions. Mbappé, quoi qu'il arrive, s'en crée beaucoup par sa vitesse, par ses appels. Donc déjà, il faut se les créer, ces occasions.
Et en plus, c'est pas des si gros ratés, c'est pas des frappes 10 mètres au-dessus, 10 mètres à côté. Sa tête est plutôt pas mal par rapport à la position où il est. La tête est bonne. Kondogbia, il rate son premier contrôle, mais mine de rien, finalement, sa frappe est pas si mal. Et il y a des gardiens qui se la prennent sans le réflexe. Il a un gardien de réflexe de handball, un peu de Real là-dessus. Et il est très bien placé d'entrée avec son 1,, il arrive à sortir, mais elle n'est pas si mal redressée. C'est son premier contrôle, effectivement, qui est moins bon, mais c'est pas des gros loupés non plus à de 3 mètres face au but et je la mets 10 mètres au-dessus, quoi. Donc, 1/3, c'est pas si mal à l'arrivée quand on regarde les stats, même des grands attaquants. Hein. Si on regarde Messi et Ronaldo, 1/3, ça doit être dans leur moyenne. Momo, des trucs à rajouter ou c'est bon? Momo? Ouais, vous m'entendez? Ouais, on t'entend, ouais. Okay. Je voulais juste réagir justement par rapport à Mbappé, encore une fois. Je veux dire, statistiquement parlant, il fait une saison magnifique. Mais moi, on va dire, après cette exigence-là, hein, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, justement. Donc là, c'est vraiment dans les flops parce qu'il faut chercher des flops. Après, je pense que tout le monde a été bon, donc voilà. Mais là, encore une fois, c'est quelque chose qui est assez récurrent parce que même s'il a quand même une fiche de stats assez impressionnante, et c'est le cas, euh, c'est vrai que, on va dire, moi, c'est vrai que je repense à une période où je trouve qu'il tergiversait moins face au but. Je le trouvais beaucoup plus naturel face au but. Je pense notamment quand il était à Monaco. Quand il arrive en demi-finale avec Monaco, je trouve que voilà, c'est la première fois où il participe à la Ligue des Champions. Et je trouve qu'à l'époque, il était beaucoup moins dans le calcul face au but et je le trouvais beaucoup plus clinique, que ce soit face à Dortmund, que ce soit face à Manchester City ou même à la Juve. Faut prendre en compte l'attitude des défenses face à un joueur qu'il ne connaissait pas et maintenant l'attitude des défenses face à un joueur qu'il connaît, c'est-à-dire qu'il disposait d'espace à Monaco qu'il n'aura plus jamais de sa vie. Et tu peux pas comparer en fait. C'est comme Sancho, le petit de Dortmund, qui à l'heure actuelle a plein d'espace et est super décisif. Il y a des gens qui le comparent à Mbappé. Attendons de voir, attendons que Sancho se retrouve au Real Madrid sous les feux des projecteurs avec, je sais pas, alors que ou pas au Real Madrid mais au Bayern et dépenser je sais pas combien de millions. Quand il arrive à Monaco, c'est un unknown, c'est qui ce mec-là? Oh, il va trop vite, qu'est-ce qu'on fait, etc. Maintenant, il est étudiant en vidéo, il est machin avant les matchs. Les mecs savent défendre sur lui et tu pourras plus jamais voir ça en fait. Ok. Momo, mince. Oh ouais, je suis là. Pardon. On va passer à Tourelle, si vous voulez bien. Je vais vous demander si par rapport aux dernières années, notamment l'année dernière contre Madrid ou l'effondrement à Barcelone, c'est avant tout une victoire tactique ou mentale pour vous ou un peu des deux, Rayas? Les deux, en général, au niveau mental, Marquis, voilà. Quand tu prends un joueur marquis à qui il a donné confiance pour jouer dans un nouveau poste et tu le vois en train d'exploser littéralement, si c'est pas ça, enfin le mental, qu'est-ce que c'est que le mental? La déclat de Neymar qui est un petit peu alambiquée, on va gagner la Ligue des Champions, mais dans le cadre de une manière de justifier pour le fait qu'on va gagner la Ligue des Champions, c'est quoi? C'est qu'on a un coach de génie. Il a su se mettre les joueurs dans la poche. Et au-delà d'avoir su se mettre les joueurs dans la poche, quand vient le match important, les joueurs se donnent à 125% sans hésiter, savent jouer en équipe, savent faire l'effort pour l'autre. Ce qui a toujours été le cas pour le coup, par contre. Pas toujours, pas à ce point-là. Tu pourrais remonter à la remontada où tout à coup on n'avait pas vu ça. La remontada, oui, mais Madrid l'année dernière, l'allée notamment. Mais oui, mais non, pour moi il y a vraiment quelque chose en plus au niveau de cette année. Je pense que c'est au niveau mental et je pense qu'il a vraiment su se mettre les joueurs dans la poche et faire en sorte qu'ils fassent l'effort. Et ensuite de ça, au niveau tactique, j'en ai parlé tout à l'heure. Contre Liverpool, il bloquait les ailes, contre United, il bloque l'axe. Contre Liverpool, il fonctionne avec une défense à 3, avec comment il s'appelle, Marquinhos qui est en hybride. Là, tout à coup, on a Marquinhos qui est qui est plein axe. Et tout à coup, la défense 3-4 s'explique par le fait que Bernat parfois redescend. Et donc, tu as vraiment Kerrer qui est à droite, qui est centre droit. Tu as Thiago Silva qui est limite central droit. Et par contre, tu as Kimpembe qui est central gauche et Bernat est censé revenir l'aider. Et ça a permis quoi? Ça a permis de densifier l'axe parce que tu as Marquis qui a pu faire ce repositionnement et ça a été le but. Et tout ça, c'est de la tactique et c'est de la pure tactique. Pour certains, pour moi, quand tu écoutes certaines personnes, alors c'est ceux qui vont vraiment trop loin dans le cliché, je ne dirais pas à qui je pense, mais pour certaines personnes, la tactique se résume au half space. Mais pour moi, ça, je suis désolé, pour moi, c'est de la branlette. Les half space, c'est important. Le positionnement des joueurs, le fait de créer du mouvement grâce au half space, c'est très important. Mais il faut avoir les joueurs pour occuper ça.
si t'as pas les joueurs pour occuper ça, bah, faire construire un jeu sur les transitions rapides par les ice space, c'est juste, ça va pas être possible. T'en as qu'un en fait qui est capable de faire ça, c'est Draxler, mais Draxler a du mal à poser les coordonnées sur la table et à s'imposer comme un joueur essentiel. Et quand bien même il le ferait, tu n'aurais qu'un seul joueur pour le faire. Donc de toute façon, tu peux pas construire ce jeu. Euh, Du coup, qu'est-ce que fait Tourelle? Il contre les adversaires en analysant les points forts et les points faibles des adversaires, en trouvant la disposition de son équipe pour être la meilleure réponse par rapport à l'adversaire. Et c'est très très fort au niveau tactique. Et toi, Momo, je crois aussi que tu voulais parler de la tactique de Solskjaer, donc Tourelle qui a pris l'avantage sur Solskjaer. Parle-nous un peu pour toi déjà si la victoire donc, est tactique ou mentale et parle-nous si tu as été déçu justement du United dans ce domaine. Ouais, effectivement, c'est vrai que j'ai été assez déçu de ce que Solskjaer a proposé. Bah, tout simplement parce que déjà c'était après le match face à Leicester où il avait gagné 1-0 dans la difficulté, mais il avait quand même fait le déplacement jusqu'au Parc OL pour garder la prestation du Paris Saint-Germain face à Lyon. Et je trouve que Lyon, en fait, avait, même si Verratti était absent, enfin vraiment, encore une fois, hein, je préfère quand même préciser que la présence de Verratti dans cette équipe est essentielle au milieu de terrain. Euh, mais, euh, mais je trouve que voilà, moi je m'étais dit clairement qu'à la fin du match, je me suis dit, bon, lui il va rentrer chez lui, il va se frotter les mains, il va bien dormir. Et puis Il s'est au réveillé. final, ouais, mais au final, pas du tout, pas du tout. Pas du tout parce qu'en plus de ça, il a utilisé un système. J'ai été assez surpris du 4-3-3. Moi, je pensais qu'il utiliserait le 4-2-3 en mettant Pogba derrière le 9. Alors, le 9, je pensais qu'il utiliserait Lukaku à la base pour vraiment gêner, pour avoir une présence dans la surface adverse et essayer de gêner justement Thiago Silva, Kehrer et Kimpembe. Je pense que voilà, s'il y avait vraiment un joueur qui pouvait se battre, en tout cas, qui pouvait poser problème de manière, on va dire, par son impact physique et par sa présence physique, c'était lui. Et puis, ouais, pas du tout. Il y a pas mal de choix que j'ai pas compris. Et du coup, par rapport à ça, effectivement, on a vu. Je trouve qu'en fait, il a pas rendu service à ses joueurs. En réalité, je trouve qu'il les a pas mis dans les bonnes dispositions. Alors après, en plus, encore deux matchs, il perd Lingard et Martial. On avait très peu vu Lingard encore. C'est vrai qu'on l'avait vu à quelques reprises, mais Martial pas du tout. Mais ça a été une très très mauvaise soirée pour lui, clairement. Il a pris une leçon de coaching par Tuchel. Et je dis ça vraiment sans m'enflammer en réalité, parce que c'est vrai que Tuchel, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup critiqué, mais moi, ce que je tiens à dire, c'est que sous Emery, j'étais vraiment pas fan du Paris Saint-Germain. Donc, c'est-à-dire que même enfin, je suis content de voir un entraîneur comme Tuchel arriver et je serai toujours, je lui laisserai toujours de la marge et même si je le critiquerai de toute manière, enfin, je continuerai à être derrière lui. Donc voilà. Mais Pas. non, Emery, c'était compliqué. C'était compliqué. C'était trop compliqué. J'ai pas envie. Parce que tu t'appelles Momo. C'est pour ça que je fais cette blague en fait. Nous écoute, vient de se lever et d'applaudir. C'est pour ça que je faisais cette blague. C'est comme ça, c'est une petite blague raciste comme ça, par en second degré, pas blague, etc. Voilà, merci. C'est pas la sortie. Vas-y, Non, ouais, pas de souci. Et donc voilà, c'est vrai que justement par rapport à Tuchel, je serais toujours enfin pas beaucoup moins exigeant, mais je serais toujours assez exigeant. Mais c'est vrai que c'est un entraîneur que j'attendrai toujours. J'attendrai toujours un certain nombre de matchs avant d'émettre un certain avis, une certaine opinion. Là, c'est vrai qu'il a fait avec ce qu'il a pu. Je trouve qu'il a réussi sa préparation de match. Il l'a fait dans les règles de l'art avec une communication simple, une communication posée. Je trouve qu'il s'est pas caché et je trouve que justement, il n'a pas mis la pression sur ses joueurs. Au contraire, je trouve qu'il leur a apporté beaucoup de confiance. Et la confiance qu'il leur a apportée justement dans toute la préparation d'avant-match et tout ce qu'on avait vu justement ces dernières semaines, bah, c'est exactement ce qu'on a vu, c'est exactement ce que cette équipe a su dégager sur le terrain. Donc c'est pour ça justement. Et après, effectivement, tactiquement, donc on en a parlé. Euh,
puisque le Paris Saint-Germain a clairement maîtrisé le match, on va dire de manière assez générale. En tout cas, à partir du moment où il a commencé à le maîtriser, j'ai pas vu United revenir derrière. On a même vu United s'agacer à la reprise de la deuxième mi-temps avec une succession de fautes. À un moment donné, c'est vrai que la deuxième mi-temps est reparti avec un jeu assez haché, avec pas mal de fautes. Et ce que j'ai apprécié également, c'est la personnalité, c'est le caractère. Et ça c'est quelque chose qui est propre à Tuchel. On sait que c'est quelqu'un de caractère, mais j'ai vu des joueurs qui ont fait preuve de caractère sur le terrain. J'ai vu une équipe avec énormément de personnalité. On va dire, l'exemple pour moi, un petit peu, cet exemple, un peu, ce qui représente un peu ça, c'est le carton jaune de Bernat, qui est inutile au passage, quand il met un tampon à Ashley Young. C'est Kim c'est pour le coup, Kim que je défends beaucoup, lui fait une passe dégueulasse et Bernat se retrouve à devoir faire faute, c'est pas de sa faute, hein, vraiment. Non, je suis d'accord, mais je trouve que voilà, pour le message que ça envoie, ça reste contre une équipe anglaise qui a voulu prendre Paris avec une grosse intensité en début de match. Je trouve que pour le message que ça envoie, j'ai trouvé ça assez intéressant de voir Bernat calmer Ashley Young comme ça après ce qu'il avait fait à Di Maria en plus. Donc j'ai vu qu'il y avait du répondant et je trouve que voilà, les joueurs sont vraiment dans de très très bonnes dispositions mentales et en tout cas étaient prêts à répondre à n'importe quel défi sur le terrain. Donc ça effectivement c'était un gros en tout cas ça a été forcément positif sur ce match. Je me permets de réagir sur ce Manchester United, encore une fois, enfin, ils sont pas faibles en début de match. C'est juste que au fur et à mesure du match, on les écœure. À la fois, tu le dis, mais à la fois, tu dis que tu es déçu par les choix. Ouais, alors, peut-être qu'il aurait pu faire mieux, hein, parce que je suis pas assez United pour être capable de dire quel compo il aurait dû aligner. Pour Lukaku, je partage amplement. Mais après, on dit que ce joueur est pas en forme. Mais pour moi, Lukaku, c'est un super joueur. C'est un Giroud x 10 000 avec en plus un physique de déménageur qui est très à l'aise techniquement. Enfin, c'est un joueur qui, pour moi, devrait être titulaire. Mais je suis pas forcément capable de juger. Mais je trouve que tactiquement, ils sont pas si mal en place les 20 premières minutes. Enfin, regarde le match de Kylian pendant les 20 premières minutes, c'est juste, il vit un enfer en fait, Kylian. Et à l'arrivée, je pense que tu as pas mal de mérite qui revient à Tourelle, mine de rien. Et si on fait le bilan, il a quand même fait un combo. Quand on prend Liverpool, qui était la meilleure équipe anglaise, puis qu'on enchaîne avec Manchester United, qui est l'équipe qui connaît un revival en Angleterre, qui a renvoyé les Anglais sur leurs îles, avec une équipe qui s'est décimée entre les deux. Et voilà tout simplement ce qu'il vient de faire. Et je pense que, alors peut-être que Manchester aurait pu faire mieux, mais je pense que dire que Manchester est nul, c'est pas rendre service à Paris. Et je pense surtout que c'est une erreur parce que vraiment, quand on voit la manière avec laquelle ils sont rentrés dans le match, c'était pas si nul que ça. Mais on les bloquait, on les cadenassait. Ils ont pu passer quelques fois sur les ailes. Et petit à petit, ils ont commencé à perdre patience. Ils n'avaient pas l'habitude d'avoir autant de résistance, d'être autant bloqués. Le meilleur exemple étant Pogba, qui a, mais littéralement, à part une occasion, rien pu faire du match, qui a fini par péter un câble, littéralement. Il se prenait pas un jaune là-dessus, il s'en prenait pas son deuxième jaune là-dessus, il s'en prenait un 5 minutes plus tard parce qu'il était frustré. Et on les a écœurés. Donc c'était un match qui était un petit peu chiant à voir tactiquement, en tout cas en première mi-temps. Mais ça a été un match intelligent, tactiquement mis en place par Tourelle. Et j'ai bien plus envie de mettre en avance la prestation de l'organisation de l'équipe sans ballon que de mettre en avant la faiblesse supposée de Manchester United, qui pour moi n'a vraiment pas été aussi faible. Et encore une fois, j'invite les gens à revoir ces 20 premières minutes où ils sont en train de complètement nous étouffer dans toutes nos possibilités avec ballon. Il y a la faiblesse de notre milieu qui l'explique, mais pas seulement, il y a aussi la prestation de United. Deux choses. Sofiane, tous les matchs qu'il joue, c'est le même tactique, le même jeu. En fait, il ne s'adapte pas, lui. Pour le coup. Donc, du coup, quand il y a eu un problème, il n'a pas su réagir, comme Zidane avait pu le faire l'année dernière. Et c'est là aussi où je voulais en venir. C'est que pour moi, c'est avant tout une victoire tactique, et c'est la différence sur des petits détails, parce que c'est là qu'on voit que ça ne joue pas à grand-chose. Si on revoit notre podcast de la défaite à Madrid 3 l'année dernière, qu'est-ce qu'on dit tous? On dit que pendant 75 minutes, on domine Madrid, et on mérite de mener 2-1, jusqu'à ce qu'il y ait ce double changement de Zidane qui passe en 4-4-2, et où Emery ne sait pas répondre. Où Zidane répond à Emery. C'est là où la différence, c'est sur ce non-réponse d'Emery à Zidane sur le travail tactique qu'il avait fait. Mais pendant 75 minutes, au mental, Paris était là, que ce soit en gagnant ses duels, que ce soit en courant beaucoup plus que l'adversaire, en bouchant les espaces, en gagnant la plupart des duels, en étant plus présent. Tactiquement, il était au-dessus, et c'était sur cette réponse que ça ne s'était pas passé. Ouais.
Et quel est le point commun avec Non, ce que je veux dire, c'est que Solskjaer? pour moi, c'est pas une question de mental, la victoire Tourelle. C'est une question tactique, c'est des petits détails qu'il y a par rapport à l'année dernière. Et en plus, c'est qu'en face, t'as pas un coach qui a su répondre à une problématique posée. Ça oui. Ben, pour moi, clairement, il aurait dû, par exemple, enfin, pour moi, il y a Mata, Il a fait du poste par poste. Mata et Lukaku doivent rentrer quelque part à la 45e. Et puis pas en 4-3-3, change un milieu, change un truc. Il a fait du poste par poste sans changer de système, de circuit de jeu. C'était toujours, on essaye de centrer. Et puis, oui, rien n'a changé dans ces changements. Ces changements n'ont rien apporté. Mais après, tu peux pas nier non plus la dimension mentale dans le rapport que ces joueurs ont avec lui, dans la notion de dépassement que ces joueurs ont. Parce que cette notion de dépassement, tu vois, tu disais que ça avait lieu avant, mais enfin, moi, je me souviens d'un match où la notion de dépassement était venue d'un carton rouge. Là, elle est venue de Tourelle. Bon, si on revient à ces problèmes d'Emery, il y a le 4-0, donc. Et il y a les mêmes discours. Hein. C'est la victoire, c'est grâce au coach, c'est lui qui a étudié tous les détails. C'est la même chose. Verratti qui court dans les bras d'Emery après un but. Mais d'ailleurs, c'est Le Guen qui l'a dit. Je sais, et pour une fois, il a raison. C'est que tu regardes les déclarations d'après-match, c'était vraiment, c'est le coach, on a tout étudié, tu as des joueurs qui sautent dans les bras du coach après les buts, et c'est après le 6-1 où ça a commencé à avoir une solidarité. Il y a une solidarité qui fait que, à mes yeux, tu vas pas te retrouver dans une situation comme le match retour à Barcelone. Pourquoi? Parce que les mecs sont ensemble. Peut-être qu'avant, les mecs jouaient bien ensemble, mais maintenant, les mecs sont ensemble. C'est-à-dire qu'ils y vont ensemble. C'est-à-dire que s'il y a mais là, ils le sont à Madrid ensemble, c'est ça que je veux dire. Je suis pas sûr. Il faudrait que je revoie le match. Tactiquement, les lignes sont éloignées, donc tu prends plus de buts. Pour moi, c'est une question tactique. Je suis pas sûr. Moi, j'ai vraiment l'impression. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disaient on court pas. Enfin, c'est pas ça, c'est qu'on a l'impression qu'on courait pas parce que les lignes étaient trop distendues, alors qu'en fait, Paris parcourait souvent beaucoup plus de kilomètres que son adversaire. Et d'ailleurs, c'était le cas en début de saison déjà avec Tourelle à Liverpool. C'est qu'il y a des gens qui disent Paris n'a pas le mental, ne court pas. Non, c'est parce que tactiquement, tu avais des lignes qui étaient distendues et que tactiquement, tu as des joueurs qui ne remplissaient pas la fonction. Mais même que ce soit avec Unai ou avec Tourelle en début de saison à Liverpool, ce fameux match qu'on perd 3-2 où on est dégueulasse. Et c'était déjà pas une question de mentalité pour moi, c'était une question de tactique où tu avais une équipe coupée en deux, on n'avait pas encore les joueurs pour. On n'arrivera pas à conclure là-dessus. Momo, tu veux rajouter un truc toi dessus ou pas? Ouais, enfin après, pour moi, la dimension mentale, en fait, elle sera toujours présente déjà de par le fait de l'enjeu, en fait. Avec le fait que ce soit la Ligue des Champions. Et puis, je trouve qu'en fait, quoi qu'il arrive, c'est une victoire mentale parce que il y a cet aspect mental qui interviendra toujours en compte pour moi parce que Paris se fait sortir 2 fois de manière consécutive en 8e. Donc forcément, par rapport à ça, je pense que l'aspect psychologique est forcément de mise, on va dire, dans la préparation de Tourelle, c'est sûr. Oui, bien sûr. Mais c'était juste en parallèle avec le match aller. Pour moi, où le mental a fait défaut, c'est le match retour où Paris est incapable d'emballer et perdre de 1 sans y croire. Mais justement, si tu veux, on ne parle pas du mental dans la même chose et on ne met pas le même sens dans le terme mental. Je suis parfaitement d'accord avec Momo. Parce que le truc, c'est que toi, tu es en train de dire Paris n'a pas de mental parce que Paris se fait exploser au retour. Sauf que nous, ce qu'on est en train de te dire, c'est que peut-être il y a quelque chose de différent au niveau mental qui fera que ce que tu crains et ce que tu appelles le mental ou le défaut de mental a moins de chances de se produire. Oui. Bien sûr, parce que je mettais juste en parallèle ce match aller par rapport au match aller l'année dernière, on n'est pas forcément meilleur à United qu'on l'a été à Madrid, du moins pendant 69 minutes. Je pense qu'on est, footballistiquement, on est moins bon. Mais je pense que collectivement et dans l'intelligence tactique et dans la. Tactique, oui. Oui, mais pour pratiquer une intelligence tactique et avoir des joueurs qui jouent à des postes qui sont pas les leurs et qui arrivent à trouver, pour avoir des joueurs qui, alors qu'ils reviennent de blessure, font 75 millions, bon, ça c'est plus standard, etc., c'est qu'il y a une relation entre le joueur et les coachs, entre le coach et les joueurs qui permet ce genre de choses. Oui, et il a su l'instaurer. Et ça, c'est du mental. C'est ça. Et si je peux rajouter une chose, moi, c'est vrai que je me suis toujours dit, surtout par rapport à ce match-là, et on va dire si les craintes que je partageais, c'était effectivement par rapport aux deux éditions, aux deux dernières éditions en Ligue des Champions. C'est vraiment par rapport à ça que j'avais des craintes avec cette équipe en Ligue des Champions. C'est parce que Paris, en fait, c'est une équipe, j'ai l'impression que le pire ennemi de Paris, en réalité, c'est Paris, en fait. Par moments, c'est comme ça. Mais alors, il y a peut-être plus fort. Mais même quand il y a plus fort, j'ai l'impression qu'en fait, quoi qu'il arrive, c'est une équipe qui, quand elle lâche psychologiquement ou mentalement sur le terrain,
Elle est capable de faire elle est capable du meilleur comme du pire. C'est bon, on en reviendra à ce qui s'est passé il y a 2 ans avec le 4-0 et le 6-1 derrière. Et là, encore une fois, je suis pas sûr qu'avec un coach comme Tuchel sur le banc qui a une capacité justement à absorber un peu la pression et à transmettre de la confiance à ses joueurs, je suis pas sûr je suis pas sûr que derrière, avec un coach dans son style à lui, contrairement à Emery, je suis pas sûr que derrière le Paris Saint-Germain se fasse éliminer de cette manière-là. Pour rebondir avec les mots que tu utilises, c'est peut-être que c'est moins beau, en fait. Nos meilleures performances sont moins belles que celles que pouvait avoir sur Emery. Mais il y a une cohésion qui est pas la même que celle que tu pouvais avoir sur Emery. Oui, bien sûr. Mais tu vois, par rapport à la question que tu posais, alors pour moi, clairement, il y a une victoire tactique parce que ça a été juste. On a joué plus intelligemment que Manchester United, mais il y a aussi une question mentale par rapport au fait que, si tu veux, un joueur a envie d'acquérir le mental que Tourelle veut que les joueurs aient. Alors que Emery, il était peut-être en train de supplier les joueurs, tiens, lis un livre, lis machin, lis un truc. Il était en train de supplier les joueurs d'acquérir cette mentalité. Et il devait compter sur le fait de jouer des gros matchs pour pouvoir avoir une réception. Là, on a un état d'esprit, et footballistiquement, c'est peut-être moins beau, mais on a un état d'esprit qui, lui, est beau. Et ça, c'est du pur mental. Après, oui, de toute façon, le 6-1 n'arrivera plus quand tu l'as connu une fois. Tu poses la question juste après. Puis maintenant, il y a la VAR. Non, c'est tout à fait la question que je pose. Et puis à l'époque, après ça, on en revient toujours tactiquement. Pour moi, c'est la sortie de Draxler pour Aurier qui nous tue. Mais le 6-1 au-delà de la VAR, le 6-1 au-delà mais c'est la sortie de Draxler pour Aurier qui sort le seul joueur de ballon qui fait qu'alors qu'à 3, on est plutôt serein. Et d'ailleurs, c'est un truc que je souligne sur le match à United de Tourelle, c'est qu'il ne sort pas ces joueurs de ballon. Même quand Dagba rentre à la place de Di Maria, on peut penser que c'est défensif. Mais en fait, Di Maria est plus un joueur de volume, pas un joueur de maîtrise pour garder le ballon. Et donc, Dagba rentre dans le même domaine. Il ne sort pas un Draxler. Et puis, quand il se fait sortir Verratti, c'est pareil, ça reste des joueurs de maîtrise. Il ne fait pas sortir un joueur de maîtrise pour un joueur qui en a moins. Et Verratti, il n'avait pas le choix. Non, Verratti, il n'avait pas le choix. Mais par exemple, Dagba remplace Di Maria, il n'y a pas de Draxler. Et ça, même si c'est un profil plus défensif, c'est pas frileux pour moi. On va passer à l'après-match. Donc on a 3 semaines entre les 2 matchs. Là, on sait que ça peut être long. On l'a connu il y a 2 ans. Comment le PSG doit-il gérer entre 2 matchs, que ce soit mentalement, psychologiquement ou physiquement? Est-ce que déjà vous estimez que les déclarations et l'attitude d'après-match des joueurs vont dans le bon sens ou que vous n'en portez pas sens? Momo? 3 semaines, ouais, c'est 3 semaines, c'est le retour, c'est dans 3 semaines. Donc, l'entre-deux matchs, on va dire, quoi qu'il arrive. Après, ce qu'il faudra, c'est tenir compte des circonstances du match au retour. Ce qu'il faudrait savoir également, c'est se poser la question si United, qui cherchera certainement qui cherchera certainement à consolider sa 4e place et s'assurer une place en Ligue des Champions la saison prochaine, fera pas forcément l'impasse sur le match. Parce qu'avec Pogba qui sera absent, déjà ça te fait une force, ça te fait que quasiment ton meilleur joueur sur le terrain, ton meilleur joueur sur le terrain qui sera absent. Ouais, ça va être compliqué. En plus de ça, c'est Phil Neville qui l'a dit, après le match justement. Il a clairement expliqué que le Paris Saint-Germain avait été supérieur, mais que s'il y avait, on va dire, 2 joueurs de Manchester, il y avait que 2 joueurs de Manchester qui avaient le niveau pour jouer dans cette équipe. Il avait parlé de Pogba et d'Herrera. Donc ça fait pas beaucoup. Mais et donc Pogba ne sera pas là. Donc après, forcément, on va dire cette période, je pense que ça va plus être dans le comportement et dans l'approche du match qu'il va falloir gérer. La communication des joueurs aussi. Moi, j'inviterai les joueurs à éviter de communiquer, mais en tout cas éviter de tomber dans l'orgueil facile, comme ça avait été le cas entre les 2 matchs face à Barcelone. Hein. Moi, franchement, il y avait des choses qui m'avaient déplu sur la phase entre les 2 matchs. Pizzaiolo, je sais pas si tu te souviens. Il y a eu des mises au vert refusées par le directeur sportif. Aussi, la petite séquence dans la pizzeria avec il y avait. Ouais, voilà, exactement. En boîte de Verratti 2 jours avant. Il y a eu beaucoup de choses.
eu beaucoup de choses. C'est vrai que la pizza était le summum de ce. Il y a eu, il y a eu du contenu, ouais, effectivement. Et puis même, je veux dire, après le match, il y avait des photos de Rabiot. Enfin, Rabiot Oui, à l'époque, bon, il est plus là, mais je veux dire, il y avait Rabiot et Kurzawa qui chambraient directement dans les vestiaires et tout. et il y avait Nasser qui avait fait le tour du parc en mode, en mode tournée d'honneur après le. Bah ouais. On a gagné la Ligue des Champions, on présente le trophée. C'est marrant parce que tout ça, on peut en parler d'une manière légère. Alors que Oui. même, ne serait-ce qu'il y a 6 mois, on n'aurait pas pu en parler de manière aussi légère. Ah non, mais sincèrement, ce qui a rendu, on va dire, enfin, c'est une des choses qui a rendu la défaite de Barcelone encore plus terrible, en fait. C'est d'avoir fait les fanfarons avant le match, en réalité. Moi, en tout cas, franchement, je leur en ai voulu par rapport à ça. C'est vrai Et la que. belle réponse l'année d'après, je ne sais pas si tu te souviens, on va tous le faire ensemble. Ensemble, tout est possible. Oui. Ensemble, tout est possible. Ouais, d'accord. Ouais, je n'étais pas convaincu, mais bon. Mais sinon, ouais, par rapport à ça. Mais après, sincèrement, je pense que après avoir vu quelques déclarations d'après-match, bah, j'ai trouvé quand même des discours assez posés, de joueurs heureux, en fait, fiers, mais pas arrogants. Donc, par rapport à ça, je veux dire, j'ai entendu Kylian et j'ai entendu Kim parler. Il y a Marquis, Euh, pareil. Marquis, j'ai pas entendu. J'ai écouté Pareil. Buffon. C'est propre, si tu veux. C'est pas ça raconte, c'est propre. Ils savent qu'on a fait qu'une mi-temps et que c'est le même discours, en fait, si tu veux. D'accord, ok. Et j'ai écouté Buffon aussi, au micro de Mohamed Bouafsi. Donc, non, franchement, sincèrement, pour l'instant, je trouve que voilà, la communication d'après-match, en tout cas, est plutôt bien réglée, avec Mbappé aussi qui a pris la parole. Et je trouve qu'il s'est bien exprimé, en fait. Il a eu un discours assez positif et il n'est pas tombé dans cet orgueil facile où justement il a juste demandé justement aux gens, bah, d'arrêter d'avoir peur. Et c'est quelque chose qui peut se comprendre et qui peut être légitime. Mais je l'ai pas entendu, je l'ai pas senti dans un discours où voilà, il était clairement en train d'afficher sa supériorité ou quoi que ce soit. Non. Enfin, ou je sais pas quoi. Voilà, c'est ça. Donc non, pour l'instant assez satisfait, mais bon, il reste 3 semaines avant le match, donc j'espère qu'il n'y en a pas un qui va craquer entre-temps et, et nous faire un truc qu'on pourrait regretter. Enfin après, j'imagine, j'ai du mal, ouais, Non, vas-y, continue. j'ai du mal à imaginer qu'on passera pas parce que voilà, je trouve qu'il y a un alignement des planètes qui se fait justement, comme je l'expliquais. Je pense qu'à un moment donné, United va devoir faire un choix et sera certainement peut-être, enfin je sais pas, tu vois, mais en tout cas ça peut, moi je le vois un peu comme ça. Je pense que United va 2-0 sans Pogba et faudra voir les joueurs à disposition, mais je pense qu'ils ont compris que le Paris Saint-Germain était vraiment supérieur de manière assez générale. Et je pense que l'objectif pour eux, ça sera clairement d'assurer la 4e place en Première Ligue. Donc, à voir si pour eux la Ligue des Champions se termine. Mais je suis assez optimiste en tout cas pour le reste. Maintenant, comme je l'ai dit, l'enjeu c'est surtout d'approcher ce match avec le plus de respect possible. Pas que pour Manchester, mais tout simplement pour la compétition en fait. Et voilà, on est dans un système où tout est ultra médiatisé. Donc faudrait pas qu'il y en ait un qui commence à tomber dans cet excès d'orgueil mal placé, qui pourrait nous porter l'œil, entre guillemets. Je pense Ok. que ce sera pas ça. Et toi, Drayas, à part éviter, à part espérer que espérer que certains de nos dirigeants ne réservent pas leur finale d'hôtel, leur place d'hôtel pour la finale de la Ligue des Je Champions, pense, comme je pense d'habitude, que il y a 2 justement, ans. on serait assez fort pour pouvoir encaisser ce genre de trucs. Parce que ce qu'on peut noter dans le discours de tous les joueurs, c'est même chez les joueurs qui n'étaient pas là à ce moment-là, c'est que Barcelone n'est pas oublié, loin de là, c'est là. Mais c'est plus un drame. C'est juste plus un drame. Et c'est donc on s'est grandi de ça. Et on est Des ni joueurs dans. comme Buffon et Alves qui Hein. n'étaient pas là il y a 2 ans, qui permettent de grandir un petit peu aussi. Oui, oui, bah, je vais venir après. Mais le fait, en fait, si tu veux, le fait de à la fois en faire comme le truc à surtout pas faire, d'en faire un drame, en fait, d'en faire trop, c'est se mettre dans un rapport de faiblesse par rapport à ça, alors que là, j'ai l'impression qu'on a un rapport de maturité par rapport à cette expérience.
et ça fait qu'il n'y aura pas se laisser aller. Après, sur les chances de Manchester United, très sincèrement, alors pour moi, Martial, le fait qu'il soit blessé, pour eux, c'est une bénédiction. Alors peut-être que Martial, parce que je ne suis pas assez, Martial est devenu bon, et peut-être que Mata n'est pas plus utile, mais j'ai très sincèrement Plus beaucoup de... Sanchez à sa place. Ouais, pour le coup, tu peux t'adapter et mettre Rashford. En gros, si tu veux, pour moi, Martial, c'est jamais un joueur que j'ai compris. C'est un joueur qui avait des grilleries, mais j'ai jamais vu plus loin. Et puis, t'enlèves Pogba, c'est monstrueux à perdre. Et d'ailleurs, moi, comme un bon supporter un peu très très con, j'ai applaudi à tout rompre au moment où Pogba s'est pris un rouge. C'était pas très intelligent de ma part, mais j'ai dû applaudir pendant 5 minutes. Tu étais au bar avec moi, j'ai applaudi pendant un petit moment. Les gens m'ont regardé, mais il est chelou ce mec. Parce que tu as cette équipe qui perd Pogba. Pogba, c'est un furieux classe, mais c'est un furieux classe entouré de joueurs qui sont à des années-lumière. Tu prends Matic, il était intelligent tactiquement, mais dès que ça a accéléré, il était complètement déplacé. C'est juste pauvre. Après, il y a une déclaration sur laquelle on n'est pas revenu, sur laquelle j'aimerais revenir, c'est la déclaration de Buffon avant le match. Après le match, je sais plus c'est quoi le dernier match qu'on avait fait, mais où en gros il a déclaré il va falloir qu'on ait une autre attitude. Et j'ai l'impression que Buffon c'est un bon papa. Là où on a Alves qui est un chien fou adulte et qui amène plein de positivité, c'est un super grand frère. Je pense qu'avec Buffon, on s'est recruté un bon papa. C'est le mec qui parle, mine de rien, assez peu. Il parle pas si souvent que ça. Et quand il parle, ça pèse. C'est lourd, c'est efficace et ça va dans le bon sens. Et j'en ai pas parlé avant, ça n'a rien à voir, mais j'ai juste un regret sur ce match. C'est que Marco Verratti, une fois qu'on avait eu 2-0, une fois qu'il était complètement cuit, qu'il savait qu'il allait sortir, pas qu'il ne le fasse pas au point où Ramos l'a fait en allant se vanter sur les réseaux sociaux après l'avoir fait. Voilà. Mais juste se prendre un petit jaune parce que clairement, alors, on n'est pas passé encore contre Manchester United, ça sert à rien de se raconter comme ça et ça sert à rien mais il est très probable qu'on ait plus besoin de Marco au quart aller et au quart retour. Et s'il y avait bien un moment où il fallait prendre ce jaune, bah c'était ce soir, parce que dans ce cas-là, tu es suspendu au 8e retour, parce que le pire scénario, rappelons-le, ce serait Marco, alors qu'on a un besoin vital de lui au quart retour, et qui se prend un jaune au quart retour pour se retrouver suspendu au demi-finale aller. Parce que les cartons sont remis à 0 entre les quarts et les demi. Mais par contre, si tu as un rouge, tu n'es pas gracié. Hein. Donc on pourrait se retrouver avec un Marco qui n'est pas là en demi. Donc ce serait une vraie tuile. Et pour moi, c'est là la mauvaise note du match. Et c'est là où et mine de rien, cette mauvaise note montre toute la maturité qui nous manque par rapport à un club comme le Real, qui lui va savoir prendre ses jaunes quand il le faut. Parce que là, clairement, Marco Verratti, c'était le moment parfait pour prendre un jaune. Il fallait le prendre et il ne l'a pas pris. Et donc, pour conclure, parce que je suis un petit peu loin, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu as apprécié la maturité qu'on avait montrée et je suis infiniment d'accord, mais on en a encore un peu à gagner justement sur ce genre de truc. Sur le fait que Marco Verratti se prenne un jaune, pour moi c'était évident et ça s'est pas fait. Ok. Moi je vais revenir sur la phrase d'Mbappé qui dit qu'il faut éviter de vendre la peur. Et il a tout à fait raison par rapport à ce que peut vendre la presse, qui parle notamment déjà de personne n'a jamais reversé un 2-0, mais il y a eu le 4-0 6-1, personne ne l'avait fait non plus, donc on est déjà là-dedans. C'est sûr que c'est éviter que les joueurs fassent ça, mais je veux dire aussi autre chose, il faut éviter de vendre de l'utopie. Et au-delà il faut éviter de vendre la peur qui est très juste, il y a ça aussi, vendre de l'utopie et parler d'exploits, comme on avait pu le faire après un match en poule où l'équipe avait classé la victoire 3-2 contre Barcelone dans le top 5 des exploits français de football pour un match de poule. Il faut éviter d'aller dans l'extrême dans les deux sens. Pour moi, ce match est très bien, mais il y a beaucoup de choses où on peut faire mieux. Il est loin d'être génial. Non, mais il est intelligent. Il est intelligent, mais il est loin d'être génial. Il est très intelligent. Il faut le considérer comme notre deuxième mi-temps doit être un niveau moyen qu'on doit avoir régulièrement si on veut être considéré comme un grand club. Le Real fait ce match ou Barça fait ce match, on dit juste bien, on ne va pas plus loin. Si on veut être considéré comme un grand club, le Real fait ce match. Alors, on n'a pas fait un match comme le Real, mais le Real fait ce match à la fin de l'année. Des fois, il gagne des champions. Hein. Oui, mais sauf qu'ils vont le refaire et le refaire. Comme l'a dit Riolo, il ne faut pas que ce soit un one-shot, il faut que ça devienne une habitude. Il ne faut pas que ce soit une émotion passagère. Liverpool. Oui, mais on est sur une bonne base, mais on n'en est pas encore là. C'est pour ça que j'attends un match retour où j'attends quand même une maîtrise. Je ne serais pas content de passer avec une défaite 1-0, par exemple. Si on est complètement à la rue, on souffre, on n'est pas rendu de 0. Mais on est plus qu'un one-shot. Oui, on est sur un double shot, si tu préfères. Bah ouais, c'est plus qu'un one-shot. Ouais, dans un bar, t'es content d'avoir le double shot offert. C'est vrai.
Mais ça, c'est un autre sujet. Mais pour moi, oui, ça doit être une habitude. Pas forcément parler d'exploit. C'est très bien, mais D'accord. Voilà, cette première mi-temps contre un. Je suis pas sûr que face à une équipe un peu plus expérimentée qu'United, au niveau des joueurs, parce qu'ils sont jeunes, ça passe à 0-0. On ne saura jamais non plus. Du coup, on va parler de nouveau un peu tactique. Il y aura peut-être le retour de Cavani pour le retour, ou du moins pour l'écart. Et puis après, il y aura peut-être un retour de Neymar. Pour vous, est-ce qu'il faut rester sur ce système en 3-4-2-1 qui marche plutôt pas mal, notamment pour nos latéraux, ou il faut revenir à un système en 4-4-2 qui semblait privilégier Tourelle quand Cavani et Mbappé sont aptes? Momo? Non, moi je continuerai sur la même voie avec système en 3-4-2-1. Il y aura un match justement où on aura quand même l'occasion justement face à un adversaire. Excuse-moi, on t'entend un petit peu moins bien, tu te loin de ton micro. Ouais, voilà. Vous m'entendez mieux, c'est bon? Nickel, ouais, nickel. Ok, donc là, moi, comme je disais, je resterai sur le 3-4-2-1. Et du coup, j'en profiterai tout simplement pour essayer de perfectionner le système, tout simplement, pour que les joueurs continuent à avoir des repères et des vraies marques dans le système. Surtout que là, ce sera un peu l'occasion de réellement le faire avant. Voilà, je me dis j'imagine que sauf catastrophe industrielle, normalement, ça devrait le faire. On verra dans les 3 semaines s'il n'y a pas une avalanche de blessures ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, sans ça, non, je pense qu'à mon avis, on devrait rester sur ce système-là, et même en réintégrant Cavani. À la rigueur, moi, je sortirais Draxler, je mettrais Mbappé à droite et je mettrais Cavani, Cavani dans l'axe, clairement, pour apporter encore un peu plus de profondeur sur le côté droit. Ce sera clairement le moment de le faire. En tout cas, si tu gardes Verratti et Marquinhos au milieu de terrain, et je pense qu'à ce moment-là, ça sera peut-être, pourquoi pas, le moment pourquoi pas de laisser un peu plus de temps de jeu à Paredes. Donc non, moi je conserverai cette base, et à la rigueur, je laisserai peut-être Paredes commencer le match. Enfin, on verra. Tout dépendra justement du temps de jeu qu'il aura et du niveau de forme dans lequel il sera dans 3 semaines, s'il n'est pas blessé lui non plus. Mais justement, je laisserai Verratti sur le banc, et je mettrai Kylian sur la droite. Parce que pour moi, s'il y a un enseignement, c'est que Marquis a vraiment marqué des points pour le milieu sur ce match. Bien sûr. Ça devient difficile pour les grands matchs de les imaginer sans lui au milieu, en fait. J'ai l'impression que c'est devenu en fait un milieu de terrain aujourd'hui, clairement. Enfin, sur le match d'hier. Hein. Pour moi, il est meilleur au milieu que quand il est central. Quand tu vois les transversales qu'il fait au milieu et son apport offensif au milieu qui est tout sauf négligeable. Enfin, et c'est pas Kroos dans le sens où il se projette pas, mais il provoque par ses passes et par ses beaucoup de choses, et il devient une vraie option au milieu, en fait. Que Kanté, par exemple. Il devient une vraie option au milieu, tout en étant un défenseur hors pair au milieu, où il est capable de prendre en 1 sur 1 et d'éteindre un des joueurs qui était la lumière du moment, quoi. Parce que techniquement, justement, il est de plus en plus à l'aise. Les repères qu'il n'avait pas en début de saison, je pense notamment. Et en plus, ce qui est assez frappant avec Marquinhos, je suis assez impressionné, en fait, si tu veux, par l'évolution. Parce qu'en fait, le premier match qu'il joue en position au milieu de terrain, c'est face à Nîmes. Et justement, c'est un match où Nîmes met énormément d'intensité et va vraiment chercher les Parisiens. Et sur ce match-là, il fait pas un match ouf, en fait. C'est un match où vraiment il est en difficulté. C'est lui qui est beaucoup moins complémentaire que Verratti. Comme j'ai une très mauvaise mémoire et j'ai un bon mot, je vais me permettre de l'imposer. Mais on a un petit peu, quand même, on a un truc un peu en mode Dr. Tuchel et Mister Marquis. Hein. Ouais, clairement. Il y a Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mais c'est pas grave. De genre transformation. Après, comme je disais, oui, il y a non, mais c'est une créature. Marquis au milieu, c'est une créature de mais Tourelle. Marquis avec Rabiot, par exemple. Voilà. Ah oui, non, mais non. Non, mais parce qu'à Nîmes, c'était Rabiot, à Liverpool aussi. Oui, non. Beaucoup moins complémentaire qu'avec un Verratti. Mais en fait, c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Momo. C'est qu'à l'heure actuelle, tu vois, au début, quand tu disais qu'il faudrait essayer Paredes, je me disais, mais attends, il va mettre Marquis sur le banc, etc. C'est qu'à l'heure actuelle, dans notre imaginaire, Paredes est devenu le substitut de Verratti, et Marquis est au milieu. Après, il y a juste un problème avec ça, c'est que, ouais, Marquis au milieu, c'est formidable, mais on n'a pas de remplaçant, en fait. Marquis n'a pas de remplaçant. Et ça, c'est une problématique, dans le sens où il ne va pas pouvoir jouer tous les matchs. Mais, et là, il y a Olivier en groupe. Monsieur, Rabiot, il faut le réintégrer.
Oui, bah, à la limite, c'est celui Non, qui. mais après, ça serait. Enfin, on ne sait pas comment ça va. Bah, Pour reposer Marquis, ça serait mais intelligent. même Rabiot n'a jamais fait un match comme Marquis l'a Non, fait. mais t'attends pas ça. Mais pour reposer Marquis. Et du coup, toi, Darius, tu fais quoi comme système? Ben, si Cavani revient, moi, je fais rien comme système. Je faisais plus du tout confiance à Tourelle. Et maintenant, après ce match-là, je me rends compte qu'en fait, Tourelle, il faut pas le juger en Ligue 1. Il faut attendre un petit peu avant de partir dans les jugements. Donc voilà. Mais je me dis, tu vois, pour que ça pose pas de problème et qu'on puisse garder un système, pourquoi pas partir sur un 3-1, 3-1-2. Voilà, on va laisser Momo sur le 3-1, 3-1-2. Genre, mais quoi il parle? Tu fais quoi? Et le 3-1, 3-1-2, donc après ce petit moment de pause, serait Kerrer, Silva, Kim, Marquis. Après une ligne de 3, Alves, Marco, Bernat. Après une ligne de 1 qui serait Di Maria ou Draxler. Alors, parce que Neymar n'est pas encore entré, hein, bien sûr. Et après une ligne de 2 qui serait Kylian Cavani. Parce que je pense que Kylian peut être un très très bon deuxième attaquant, encore meilleur que premier attaquant. On l'a vu. Alors, à la fois, est-ce qu'on l'a vu ou est-ce que c'est Manchester United qui était à un très gros niveau hier soir? Et je pense que Manchester United était à un très gros niveau hier soir pendant les 25 premières minutes où ils ont vraiment misé Kylian Mbappé avec beaucoup de talent. Mais Cavani, de toute façon, serait meilleur à ce niveau-là. Et avec un Kylian qui tourne autour, c'est très intéressant. Un 10, moi, ma préférence est vers Draxler, mais c'est vrai que Di Maria, c'est difficile de s'en passer en ce moment. Donc, un 10. Derrière, un milieu avec un Marco qui est un petit peu libéré. Et en fait, on se retrouverait avec un milieu Marco Marquis, mais Marco qui pourrait aller plus haut. C'est un chouïa trop défensif, mais ça pourrait être demandant. Et je pense que ça pourrait très, très bien marcher. Et aussi bien pour Cavani que pour Kylian. Si je puis me permettre, avec Draxler, effectivement, c'est un 3-1-3-1-2. Mais si tu mets Di Maria, en fait, on arrive quasiment au 3-4-2-1, puisque Di Maria ne restera jamais 10, il ira sur le côté, et du coup, Kylian viendra un peu plus redescendre. Et tu me connais, moi quand j'écris ça, je veux mettre Draxler, mais comme c'est Mais tellement pas, c'est c'est à la fois, c'est pas la culture du moment, et en plus de ça, il faut reconnaître un truc, c'est que Di Maria cette saison, aussi agaçant il est, et pourtant en première mi-temps, mais t'as envie de le baffer dans la première mi-temps contre Manchester United, Di Maria, c'est le joueur insupportable. Mais il est tellement décisif que. Mais du coup, même avec le retour de Neymar, on pourrait avoir la question de mettre que 3 joueurs offensifs au lieu des 4 qui avaient l'habitude de mettre Tourelle pour pouvoir être dans le système. Mais du coup, Alves est en train de gagner sa place pour vous. Ben, le problème, en fait, c'est qu'Alves gagne sa place parce qu'à la fois, il est énorme, mais de toute façon, il sera remplaçant. Mais c'est surtout qu'on a un Meunier qui est décevant en ce moment. Alors après, pour Meunier, il reste ce reproche envers Tourelle de ne pas l'avoir titularisé. Je ne sais plus sur quel match, mais il y avait le timing parfait pour le titulariser. Il a choisi de ne pas le titulariser. Il l'a un peu tué. Et maintenant, Meunier a un peu tué. C'est-à-dire que Meunier est un peu enfermé dans les performances moyennes qu'il a fait. Il n'a pas pu se relever de ses performances. Il n'en a pas eu l'occasion. Et ça devient difficile de l'imaginer sur le long terme en train de prendre le poste d'Alves qui, au moins dans les grands matchs, s'est montré au niveau. Pas toujours été le cas, notamment à Munich et à l'année dernière. Au moins, sur la réalité du moment, il a été très bon hier, avant-hier. C'est peut-être son meilleur match à Paris en Ligue des Champions. Ben, on arrive au bout de ce podcast. Merci à vous tous, chers auditeurs. Paris retrouve la réalité du quotidien de la Ligue 1 ce week-end avec une belle affiche dimanche soir, un déplacement à Saint-Etienne. Une petite question, est-ce qu'il faut mettre l'équipe type ou souffler et un petit prono, Draias? C'est Saint-Etienne. L'équipe type, non, il faudra souffler. Il y a certains cas qui ont besoin de souffler. Enfin, si, bien sûr, on peut jouer Marco Verratti à 3 postes pendant 80 minutes. Ce que je veux dire, c'est l'équipe complètement bis ou juste 3-4 changements avec une équipe compétitive? 3-4 changements, on tournera un petit peu plus. En plus, là, Tourelle a eu l'intelligence, et je trouve ça très très intelligent dans le management, de laisser 2 jours à ses joueurs. C'est sans doute son art, mais en tout cas, il le fait bien. Pas forcément besoin de faire trop tourner, profiter de la confiance du moment. Voilà, et puis un petit prono, c'est Saint-Etienne à domicile ou à l'extérieur? C'est à Geoffroy Guichard. À Geoffroy Guichard, on va peut-être galérer un petit peu. Ce sera peut-être un. On espère un match pas aussi nul que l'année dernière à Geoffroy Guichard. Je Je l'ai toujours pas vu, mais après. Ah oui, celui-là, c'était la pure. Vous l'avez tellement bien vendu que je ne l'ai jamais vu ce match. Momo, toi, est-ce que tu es pour un turnover général ou juste aussi quelques changements et est-ce que tu as un petit prono? Non, quelques changements, je dirais comme Draias. J'en profiterai pourquoi pas mettre Paredes titulaire. Sauf que Paredes ne pourra pas jouer Montpellier mercredi puisque c'est un match reporté de la première phase de saison. Exactement, il ne sera pas qualifié. Donc du coup, oui, forcément, j'en profiterai pour le mettre titulaire et pour voir justement s'il est capable de tenir un match entier, pourquoi pas. J'en profiterai également pour éventuellement relancer Kurzawa aussi, qui
qui est revenu sur le banc depuis quelques temps, qui, euh, qui fait des rentrées, mais qui jusqu'à maintenant, on va dire, n'a pas eu réellement sa chance en tant que J'ai titulaire. envie de croire pour Kurz, mais ça fait tellement longtemps qu'il manque de rythme. T'y crois encore? Bah, c'est ça en fait le problème, c'est que je pense que je suis un peu dans le même cas que toi, c'est-à-dire que je suis encore à la période où je le voyais. Enfin, j'imagine, je le vois encore comme un joueur avec un potentiel de ouf, mais, euh, mais j'ai peur qu'il soit cramé en fait. C'est un peu Surtout, ça le souci. j'avais l'impression qu'il avait vraiment une attitude kéké très, très. Tu vois, enfin, je parlais tout à l'heure de l'attitude Kim, où j'ai l'impression qu'il s'était Ouais. perdu un été. Son attitude kéké, grosso merdo, elle a duré 3 4 mois. Mais par contre, chez Kurzawa, l'attitude kéké, elle était là installée depuis quelque temps. Et là, j'ai l'impression que le joueur était en train de grandir de ça. Mais il est bloqué par son corps, il est bloqué par machin, il est bloqué par truc. Donc, il y a un moment où, tu vois, est-ce qu'on peut encore y croire, Bernat quoi? a été reposé contre Bordeaux. Bah, ce que j'avais entendu dernièrement, c'est qu'il souhaitait le prolonger apparemment. J'ai entendu que. C'est Paris Saint-Germain dans ses grandes heures de prolongation, ça encore. Non, mais écoute, après, enfin voilà, quoi qu'il arrive, moi je pense que de toute façon c'est en championnat, donc vu la marche qu'il y a, je veux dire, je vois pas, pour moi il y a aucun risque à tenter de le relancer. Au mieux, ce sera une bonne surprise, et au pire, bah, de toute manière, t'as Bernat qui sera là. Donc voilà. Après, ouais, forcément, je mettrai Paredes également. Après, pour le reste, sincèrement, j'ai pas forcé. Peut-être un retour au 4-2-3-1 là, sur San Silva. Ouais, parce que Marquis en Peut-être défense à reposer, 3, ouais. On verra. Et un pronostic du coup, Momo? Ouais, allez, je dirais un 3-0 pour Paris. Ouh. Geoffroy Guichard. T'emballes Geoffroy Guichard, quand même. L'optimisme Surtout, de Momo. prends en compte tu sais, le match d'après Ligue des Champions. Des fois, ça se passe super bien, mais des fois, ça se passe pas super bien. Ouais, c'est vrai. Mais non, franchement, je sais pas. Là, on a parlé de Kurzawa, donc je me dis doublé de Kurzawa et passe décisive de Kurzawa. Après, il n'y aura pas Neymar pour lui remettre le corner, le premier corner que Neymar Ah, avait. Kurzawa, ouais, je sais c'est pas. ça. Vous vous souvenez de ce Contre corner, Toulouse, cette ça, espèce ouais, externe. de frappe qu'on n'a jamais vue avant et qu'on n'a jamais vue après Son ciseau, pour il un vaut corner, quoi. C'est ça. Ah. Je te jure. On verra ça. Bah, merci Momo, à bientôt, à la prochaine. Petite note. Avec plaisir. Ouais. Neymar, excuse-moi, Momo. Ouais. T'as vu la vidéo de Neymar en train de Ouais, regarder? j'ai vu, ouais. Enfin, tous J'ai les jours, vu. on font la Oui, même chose. oui, sauf qu'on est passé d'un Neymar qui était en train de jouer au poker. Oui, c'était contre Monaco en Ligue 1, c'était pas en Ligue des Champions. C'était en Ligue des Champions. Non, il était au parc au retour. Oui, parce qu'il était obligé, parce qu'il y avait le truc, parce que machin, il était au parc. Là, il était chez lui. Oui, mais peinard, c'était un match de il Ligue a des regardé le Champions. match. C'est la première Ah fois ben, que ouais, comme ça avec par son rapport. père. C'est Il avait son père avec lui. C'est le match de Ligue des Champions en même temps. Peut-être, mais toujours est-il, c'est les premières images qui viennent comme ça. Tu sens que le mec, il a envie, tu sens qu'il est content, tu sens qu'il est impliqué, bien plus qu'il était impliqué dans le passé, et ça fait plaisir. Ah, quel rabat-joie celui-là. Enfin, je trouve ça normal qu'un joueur sur une victoire en Ligue des Champions le fasse. C'était pas ce que Neymar faisait les années avant. Bah, c'était pas normal l'année dernière. Bah oui, mais pour le coup, en tout cas, il redevient normal. Et quand qu'il extraordinaire redevient normal, c'est extraordinaire. C'est vrai qu'il est beaucoup plus impliqué, en tout cas. On le voit dans la vidéo. Bon, après, je pense que c'est de la com, un petit peu. C'est logique. Bah, mais non, du coup, la vidéo, c'est fait avec des potes, il est vraiment content. Et après, ouais, ça paraît naturel. Après, je veux dire, si ça fuite sur les réseaux, tout ça, je veux dire, il y a quand même, tu vois, il y a quand même quelque chose derrière, tu vois, forcément. Ça, sur Paris Ligue des Champions, Tour Alcool Génie, c'est la soirée Red Bull. C'est Red Bull qui l'interroge là-dessus. Donc, il y a aussi ce côté com avec ses pubs, ses marques. Surtout depuis la Coupe du Monde, il a été très critiqué, il faut qu'il fasse gaffe là-dessus. C'était pas le cas sur cette vidéo, clairement, parce que là sur la vidéo, quand tu la vois, t'as plus le fait qu'elle soit diffusée. Le fait qu'elle soit diffusée, c'est Neymar, tout ce qu'il fait est diffusé. Mais sur le moment, t'es plus en train de te dire, putain, merde, le con, il va se reblesser au pied. Enfin là, il n'y a pas des paparazzi. Non, mais c'est les gens qui diffusent eux-mêmes. C'est les temps modernes, Basto, réveille-toi, on est au 21e siècle. Oui, mais il accepte qu'elle le soit. Ah, salut. Ça lui rend pas préjudice. Dans les faits, il n'avait pas cette attitude-là les années précédentes, et cette année, il l'a. Je suis d'accord. Je peux pas dire parce qu'on avait vu que dans des matchs de Ligue 1. Il était au parc au retour, mon père. Il va pas faire la fête parce qu'on perd.
si on avait gagné le Real, ça se trouve, on l'aurait vu faire la samba dans les travées du parc. On ne saura jamais. On n'aurait pas été le en disant, mais Neymar, c'est un mec qui aime pas forcément regarder le foot, et là, il se sent impliqué. Et après, même sur le terrain, je trouve que cette année, il a quand même pris un peu plus d'importance dans le collectif. Je trouve qu'il a également ce rôle avec Mbappé, où on le voit à plusieurs reprises, justement, quand Mbappé tente des choses et rate, on le voit souvent aller vers Mbappé, lui dire, allez hop, vas-y, continue, lâche pas. Voilà, donc ça aussi, par rapport à ça, c'est vrai que je le trouve beaucoup plus engagé aujourd'hui par rapport à ça de manière globale. Donc ça, c'est vrai que... Le Neymar de cette année, et footballistiquement, et dans l'attitude, n'a rien à voir avec le Neymar de l'année précédente. C'est ce que disait Molina. Il a une vie privée beaucoup plus saine et beaucoup plus rangée. Enfin, ouais, peu importe. Et sur le terrain et dans sa vie. Mais il est bien. Et clairement, ça se voit. Oui, il est très bien. Alors qu'il est blessé, alors que machin, il est content d'être à Paris. C'est souvent le cas d'ailleurs des joueurs qui mettent 1 ou 2 ans à Paris avant d'être heureux, alors que les premières années, on se souvient de Silva au début qui était malheureux, qui l'a dit, de Ibra et qui à la fin part heureux. C'est le fameux protège tibia à Simon. Ouais, c'est pour ça on s'en fout un peu, il y en a d'autres qui l'ont, mais il l'avait dit, la première année il voulait partir, il n'était pas heureux, il y a des joueurs qui le disent. Et finalement il arrive à se sentir bien derrière, et tant mieux que Neymar se sente bien. Du coup Momo, à bientôt. Bah écoute, à bientôt. Merci. Et là, toi, tu vas avoir un peu de repos bientôt avec des vacances, là. Ouais, j'espère, ouais. On verra. Je t'accorde quelques jours de repos, comme Tourelle à ses joueurs. Comme Tourelle a dit Maria, je t'accorde. C'est gentil. Même si tu as eu moins d'éclat de génie que moi, j'en ai aucun, mais c'est pas grave, je veux quand même mon repos, moi. Et bien, merci aussi aux auditeurs, et donc à la prochaine, au prochain podcast. Salut à tous. Ciao tout le monde.